Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Zimmer. Bonjour Sébastien. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Toi aussi, la forme? Ouais, magnifique. Moi, c'est le matin là, donc c'est top. Ouais, ce que tu disais en off, petit décalage horaire. C'est Est-ce ça. que pour commencer le podcast, tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, merci pour l'opportunité pour ce podcast. C'est cool. Donc, pour me présenter, donc Sébastien Zimmer. Donc, je suis préparateur physique de formation. J'ai fait une licence et un master STAPS à l'université de Strasbourg. Et bon, toujours été baigné dans la préparation physique parce que à la base, je suis issu du milieu du foot. Et après, ben, forcément, en tant que footballeur, soit tu veux devenir pro, soit tu veux entraîner dans le foot. Et bon, après, finalement, j'ai vu que dans mes qualités de footballeur, ben, j'étais quand même pas mal limité. En plus de ça, il y avait une petite blessure qui m'a un petit peu écarté des terrains. Et ensuite, ben, après, cursus STAPS classique, préparation physique, beaucoup avec des footballeurs à mes débuts. Et ensuite, j'avais des problématiques de terrain que j'essayais de résoudre, pardon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis tourné rapidement vers le côté neuro parce que c'est ce qui m'a apporté pas mal de solutions pratiques sur le terrain. Ensuite, à la suite de ça, je suis parti vivre en Suisse. Et là-bas, je travaillais en collaboration avec un laboratoire de neurosciences où j'ai pu mettre en application ce que je voyais sur le terrain, donc dans le monde de l'entraînement, avec le côté neuro. Et puis voilà pour mon parcours. Et donc actuellement, tu travailles au labo RNP, c'est ça? C'est ça. Donc Labo, c'est une société qu'on a de formation qu'on a créée à trois, donc avec mes deux collègues Adrien et Romain, et où l'objectif est d'enseigner aux professionnels du sport et du mouvement. Donc on a des préparateurs physiques, on a des kinés, slash, physio, ostéo, etc. Dans lien pour, en fait, on leur enseigne ce qu'on nous on met en pratique sur le terrain. C'est l'impact du système nerveux pour améliorer et optimiser le mouvement. Et du coup, vous accueillez, oui, vous accueillez juste des professionnels ou alors vous avez des athlètes qui viennent vous voir également? Euh, sur la formation, Labo RNP, ce sont uniquement des professionnels qui viennent. Maintenant, nous, on a nos activités à côté où là, on fait des accompagnements et des suivis. Et chacun avec ses domaines de prédilection. Donc, on a Labo RNP qui est vraiment centré sur le contenu enseignement. Et ensuite, on a nos Ok. activités perso où là, l'idée, c'est justement d'accompagner les sportifs ou population générale, on va dire, dans leur atteinte de leurs objectifs. D'accord, oui, c'est deux choses complètement distinctes. C'est ça, c'est ça. On a vraiment focusé au niveau Labo NLP, vraiment sur le contenu enseignement, bien qu'au tout début, l'origine de Labo, à la base, était initiée par une volonté d'accompagner et de suivre les personnes qu'on avait en suivi à travers la RNP, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais finalement, on a pris un virage suite à une demande qui est plus sur le côté enseignement. Et du coup, on a gardé nos activités perso, on va dire, pour les suivis et les accompagnements. D'accord. Donc, comme tu l'as dit, vous êtes trois fondateurs. Et est-ce que tu pourrais C'est expliquer un peu ça. d'où est venue l'idée de fonder du coup cette entreprise? Et aussi au passage, qu'est-ce que ça signifie RNP pour ceux qui ne peut-être qui n'ont jamais entendu parler encore? Ouais. Bah, RNP, en fait, donc il fallait mettre un nom, c'est reprogrammation neuroposturale. En fait, l'idée, c'est qu'on avait à travers ce nom, c'est mettre un nom sur un concept où l'idée, c'est l'apport des neurosciences pour améliorer le mouvement. Et donc, sur l'origine de cette société, à la base, c'est un petit peu un accident. Dans le sens, c'est pour ça que je disais, à la base, c'était essentiellement des bilans et des accompagnements qu'on souhaitait mettre en place. Et ça, je dis ça, c'était en période de Covid 2020. Donc, ça fait que 3 ans qu'on existe. Ce qui s'est passé, c'est forcément, Covid oblige, on a dû limiter notre activité parce qu'on faisait beaucoup de présentiel. Et on s'est dit, chacun de nous faisait un petit peu des bilans et des suivis en ligne, mais un petit peu de manière indépendante et en mode solo. C'est-à-dire qu'Adrien faisait des bilans, j'en faisais, Romain aussi. Puis à un moment donné, on s'est dit, pourquoi on ne se mettrait pas ensemble et on ferait des bilans en ligne? Bon, ok, pourquoi pas. Donc à la base, la BNP, c'est des bilans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un grand teaser pour expliquer. On voulait accompagner des sportifs dans ce qu'on mettait déjà en place avant, sur le côté neuro du mouvement. Et en fait, on a
fait un gros webinaire, il y avait plus de 600 personnes. Bref, c'était un truc de fou. Sauf que le webinaire, il avait complètement planté. Donc, on était passé par une plateforme. Zoom n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et en fait, ça avait planté, ça avait craché. On a dû passer par d'autres plateformes. Enfin bref, c'était vraiment un flop. Mais sauf qu'on avait posé une petite question au préalable qui était: qui êtes-vous? Et en fait, en tant que préparateur physique, si on veut faire des accompagnements, ce qui est quand même bien, c'est d'avoir des sportifs. Et sauf qu'avec cette simple question, qui êtes-vous? On avait vu coach, préparateur physique, kiné, coach, préparateur physique, physio. On se dit, waouh, c'était pas du tout notre avatar pour utiliser le langage marketing. On se dit, OK, nous, on voulait des sportifs. Et sauf que sur ce webinaire où il y avait plus de 600 personnes, on voyait qu'il n'y avait que des coachs, des accompagnements dans le mouvement et dans le sport. On se dit, OK. Du coup, petite question simple, on leur a envoyé un mail à tout le monde, juste pour savoir un petit peu, qu'est-ce que vous attendiez de ce webinaire? Et en fait, tout le monde s'attendait à une formation. OK, on s'est regardé, on n'avait pas du tout prévu, on s'est dit, bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait? OK, faisons une formation. Et du coup, on a créé Labo RNP, mais qui à la base était orienté autour des bilans et des suivis. Aujourd'hui, c'est uniquement de l'enseignement parce que c'est ce que les gens attendaient. Parce que nous, on utilisait ces concepts de reprogrammation neuroposturale et de neuro dans nos suivis. Et en fait, les gens, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient savoir ce qu'on mettait exactement en place. Donc, on s'est dit, let's go. Et puis, les débuts de RNP, c'est vraiment des bilans. Et puis, finalement, aujourd'hui, c'est des formations, de l'enseignement. Et aujourd'hui, en 3 ans, à peu près en 3 ans, on a déjà plus de 450 élèves et tout. Donc, on est un peu de partout. Donc, on est vraiment très content. Voilà les origines. Ok. Un accident. Ouais, un accident, mais c'est intéressant la manière dont ça a eu lieu. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu de manière globale en quoi ça consiste du coup cette reprogrammation neuro, neuroposturale? Yes. En fait, ça vient d'un constat très simple. Quand on s'intéresse au mouvement, à la capacité à un athlète de performer ou de chercher une haute performance, ou même population générale à bien bouger, il y a une question très simple, c'est comment est-ce qu'on bouge? C'est-à-dire qu'on peut chercher toutes les problématiques en lien, par exemple, avec un squat. Ah, la personne, elle fait un squat, elle voit un chiffre de bassin. La personne va faire un développé couché et à la barre qui est un petit peu asymétrique. La personne, en statique, elle aura une bascule d'épaule, etc. Du coup, il y a une question toute simple, comment est-ce qu'on bouge? Donc, on pourrait crier un petit peu au: ah, tu as des muscles faibles, ah, tu as des muscles tendus, etc. Oui, ça peut être vrai, mais l'autre réalité, c'est à la question comment est-ce qu'on bouge? On voit que le cerveau contracte des muscles. C'est le cerveau qui crée le mouvement. Et la question, c'est: est-ce que quelqu'un s'est déjà intéressé à comment notre cerveau il fonctionne? Parce que si notre mouvement n'est pas bon, j'ai un chiffre de bassin, j'ai une barre asymétrique, etc. J'arrive pas à mettre de l'impulsion quand je pars à droite, par contre, à gauche, ça va bien. Si on sait que c'est le cerveau qui permet de créer le mouvement, est-ce que le cerveau fonctionne bien d'un point de vue fonctionnel? Donc, c'est cette réflexion toute simple, c'est comment est-ce qu'on bouge? Et en fait, on se rend compte dans la littérature, que même partout, tu peux taper sur Internet, le cerveau contracte les muscles. Du coup, si tu as des muscles faibles, des muscles tendus, des mouvements qui ne sont pas efficients, pas efficaces ou compensés, est-ce que c'est ton cerveau qui fonctionne bien ou pas? Et du coup, en fait, on n'avait juste pas d'autre choix de s'intéresser au système nerveux parce qu'on sait que dans le mouvement, c'est lui qui est l'acteur principal. Donc, on s'intéresse au système nerveux. Mais c'est presque parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on sait que c'est lui qui permet de créer le mouvement. Ouais, c'est intéressant, mais du coup, ça signifie qu'on a eu des pertes du coup, parce que je pense que tu vas me dire si je suis dans le vrai, mais de base, on bouge normalement, entre guillemets normalement, pour dire on bouge bien. Si on bouge moins bien, si on a des déséquilibres, ça veut dire qu'on a eu des pertes. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous arrivez à trouver ces causes qui font que du coup on a des déséquilibres ou qu'on bouge moins bien? Hmm. J'aime bien ce que tu dis, les pertes. Moi, j'aime bien utiliser l'expression, c'est des fuites d'énergie. C'est-à-dire que, par exemple, tu Ok. prends l'exemple du squat que j'ai utilisé avant, tu vas faire un shift de bassin. Donc, shift de bassin, c'est simplement tu descends en squat comme ça, et à la fin du mouvement, tu auras le bassin qui va shifter d'un côté. C'est une fuite d'énergie. Oui, on va réussir à faire la tâche. Par contre, elle n'est pas efficiente, elle n'est pas efficace. Et ces fuites d'énergie vont entraîner des contraintes. Du coup, pour reprendre le constat de départ, c'est comment est-ce qu'on bouge? On sait que notre cerveau permet de contracter les muscles pour créer un mouvement. Donc, on va mettre un point de focus sur notre cerveau, notre système nerveux. Et pour faire simple, on s'intéresse au système nerveux à travers la boucle sensorimotrice ou la boucle perception-action. Donc, il y a beaucoup de littérature autour des théories de l'apprentissage qui revient sur cette boucle. Pour faire simple, de manière très schématisée, notre système nerveux, parce qu'on s'intéresse sur ça, parce que c'est lui qui permet de créer le mouvement, il fait 4 étapes, 4 choses.
Il prend des informations sensorielles, c'est la partie perception, à travers les différents récepteurs. Ces informations vont arriver jusqu'au système, jusqu'au cerveau, on va dire, pour faire simple, qui va permettre d'interpréter ces informations. Le cerveau, il va prendre une décision en fonction de ces interprétations et ensuite, il va créer le mouvement. Ce qui veut dire que si notre mouvement n'est pas bon, donc c'est l'étape finale de cette boucle, boucle perception-action, c'est l'étape finale. Si le mouvement n'est pas bon, on peut se poser la question, est-ce que notre prise de décision de notre cerveau pour créer le mouvement, elle est bonne? Oui, non, à peu près. Mais est-ce que cette prise d'information, en fonction de ce qu'il en est-ce que c'est l'interprétation qui est bonne ou pas? Ou alors, est-ce que les informations sensorielles ne sont pas bonnes? Est-ce que la perception n'est pas bonne? Et du coup, en fait, on reprend juste la boucle à l'inverse. Notre mouvement n'est pas bon. OK, je suis d'accord. Mais le mouvement, c'est l'étape finale de tous les processus qui se passent avant. Du coup, si notre mouvement n'est pas bon, à nous de nous intéresser, est-ce que l'étape précédente fonctionne bien? L'étape précédente fonctionne bien. Qui arrive au début, est-ce que les entrées sensorielles sont bien calibrées et de bonne qualité et en quantité suffisante? Et du coup, comment est-ce qu'on améliore le mouvement? De manière très simple. On améliore la qualité et la calibration des entrées sensorielles pour améliorer l'ensemble des étapes de la boucle sensorimotrice pour améliorer le mouvement. Et c'est ça le but de la neuro, en fait. Ce n'est pas un outil magique, c'est juste on cherche à calibrer notre système nerveux. On cherche à calibrer notre boucle perception-action. On cherche à calibrer notre boucle sensorimotrice. Parce que l'objectif final restera toujours d'améliorer le mouvement. Et pour ça, on n'a pas d'autre choix que de passer par les étapes précédentes avec l'étape initiale qui est les entrées et les récepteurs sensoriels. D'accord, donc vraiment Ça te le parle? but c'est d'aller chercher la ouais, faut aller chercher vraiment la cause, l'origine qui est, avant le mouvement qui est du coup l'étape finale comme tu l'as très bien expliqué et du coup pour trouver tout ça, vous mettez en place, des évaluations? C'est ça. En fait, on a un système d'évaluation sous forme d'entonnoir qui permet de savoir déterminer le facteur limitant. Tu sais, il y a le vieil adage qui dit la chaîne n'est pas plus forte que son maillon le plus faible, etc. L'idée, c'est de trouver Mmh. ce maillon le plus faible dans toute cette boucle pour avoir l'impact le plus pertinent. Et, le meilleur moyen pour le faire, c'est on utilise le test-retest. On peut utiliser des tests biomécaniques, donc de mobilité, de souplesse, mais on peut utiliser en réalité l'ensemble des tests qui existent sur le terrain. On peut utiliser, ça, on avait partagé là, il n'y a pas longtemps que ça, un test sur la vitesse de déplacement de barre sur un développé couché. Mais en fait, ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est du terrain, c'est des datas. Par contre, des choses qu'on utilise assez rapidement, c'est des tests biomécaniques. Ah, par exemple, tu as une épaule un petit peu tendue, tu manques de souplesse, ben, montre-moi ton amplitude, tu testes. C'est un mouvement, c'est un output, c'est l'étape finale. On va faire une stimulation d'un des récepteurs sensoriels, peu importe lequel, et on va observer le mouvement, la qualité de mouvement. Donc en pratique, ça donne quoi? Par exemple, j'ai utilisé test de souplesse de mobilité d'épaule. Je vais faire une stimulation d'une des entrées sensorielles, par exemple l'entrée visuelle. On va faire par exemple des convergences. On fait ça 4-5 reps. Et ensuite, on va retester. C'est ça la pratique. J'utilise une entrée sensorielle, un récepteur qui va améliorer l'ensemble de la boucle pour voir s'il y a une amélioration, une modulation au niveau de l'output et donc du mouvement. C'est aussi simple que ça, en théorie. Et donc, là Donc, ouais, pardon. pour reprendre ton exemple de la mobilité d'épaule, si tu fais le test de vision et que ça améliore, ça veut dire c'est quoi la conclusion exactement? C'est C'est que ton que c'est la c'est que vision? alors, on peut avoir une comment dire, on peut avoir une vision très réductrice en disant que la vision est un élément qui est à calibrer, qui est déficitaire, on va dire, pour améliorer ta mobilité. Mais pour une vision beaucoup plus système nerveux, en fait, ce que ça nous témoigne, c'est surtout que la boucle sensorimotrice n'est pas bien calibrée. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire un exercice de convergence, potentiellement, tu auras une modulation du mouvement. Parce que c'est bien beau sur les réseaux sociaux de faire test de mobilité, faire test de convergence. Ah, tu gagnes, c'est trop cool. Mais la réalité, c'est que ça nous témoigne surtout que ton système nerveux, il n'est pas bien calibré. Et entre guillemets, c'est pas normal de voir des modulations. Donc, c'est-à-dire que quand on partage sur les réseaux sociaux, fais un test de mobilité, fais un test d'entrée sensorielle, refais un test et que tu as une modulation, je veux dire, soit ça améliore, soit ça agresse, entre guillemets, c'est pas normal. Parce que ça témoigne surtout d'une immaturité ou une mauvaise calibration de cette boucle sensorimotrice. Et donc, ce que ça nous dit, le fait de faire une convergence et améliorer, ça nous témoigne surtout que, de manière générale, tu es tout le temps sur un mouvement non optimal. C'est-à-dire que si tu fais une convergence et que tu améliores ton mouvement,
au lieu d'être tout le temps à ton 100% de ton potentiel, ben, tu es tout le temps à 90% de ton potentiel. Parce qu'en faisant ça, on calibre mieux la boucle et tu l'améliores. Donc, c'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, c'est problématique parce que tu es tout le temps à 90% de ton potentiel. Je prends des chiffres au hasard, hein. Est-ce que tu peux avoir plusieurs... Là, tu as pris l'exemple de la vision, mais est-ce que il peut y avoir la vision qui déconne et, je sais pas, tout ce qui va être auditif, par exemple. Est-ce qu'il y en a deux éléments qui peuvent influencer la mobilité d'épaule, si on reprend le même exemple? Tous. Parce qu'en fait, on travaille. L'objectif, c'est recalibrer la boucle sensorimotrice. Pour ça, on s'intéresse aux différents récepteurs. Les récepteurs, tu as tout ce qui est l'oreille interne, le système vestibulaire, ta capacité à t'équilibrer, tu as la capacité de vision, bien voir, tu as la capacité à bien bouger, donc tout ce qui est en lien avec la proprioception. Tu as également potentiellement le goût, tu as potentiellement l'odorat, tu as potentiellement l'audition. Techniquement parlant, d'un point de vue système nerveux, toutes les entrées sensorielles peuvent avoir un impact sur le mouvement. Et du coup, ben, tu vas un peu chercher tous les récepteurs qui peuvent directement avoir là. Donc techniquement, c'est tous. Maintenant, il y a trois grandes catégories, comme on aime bien, enfin quatre grandes catégories qu'on aime bien mettre en avant le plus. C'est ce qui est déjà plus ou moins référencé ou plus ou moins appliqué dans le monde de l'entraînement. C'est ta capacité à bien bouger, donc tout ce qui est en lien avec la proprioception. Donc là, on voit pas mal de courants FRC, etc. Donc ça, c'est bon, c'est de la proprioception. Il y a la capacité à bien voir. On voit de plus en plus d'athlètes de très haut niveau au top mondial qui utilisent des exercices de la vision. Donc bien voir et bien s'équilibrer, tout ce qui est en lien avec l'oreille interne. Donc bien que dans le monde de l'entraînement, certains vont dire tu te mets sur un Bosu, tu vas travailler ta proprioception, c'est à peu près totalement faux, dans le sens où tu as beaucoup plus de valence autour de l'équilibre à bien s'équilibrer que bien bouger, donc la proprioception. Et donc, tu vas utiliser sur ces trois grandes catégories, bien bouger, bien voir, bien s'équilibrer. Et après, une grande composante qui est bien intégrée. C'est l'ensemble de ces récepteurs qui travaillent tous ensemble. Mais Ok, potentiellement, par rapport à ta question initiale, est-ce que l'audition peut potentiellement avoir un impact? Oui, 100%. Parce que c'est une entrée sensorielle qui est moins bien calibrée. ouais. J'ai peut-être mal formulé ma question. C'est bien que tu répondes comme ça. Est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs en même temps qui jouent un rôle sur le mouvement? Enfin, plusieurs qui, entre guillemets, qui déconnent, pour parler vulgairement. Ouais. C'est pour ça que je disais que on va reprendre les trois catégories de base. Bien bouger, proprioception, bien voir la vision, bien s'équilibrer le vestibulaire. La grande réalité, c'est que lorsque tu en as une qui est très défaillante, bah, les deux autres, ils vont essayer de toujours compenser, ils vont toujours s'adapter par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que c'est cool de travailler de manière isolée, segmentée. Travaille que ta proprio, travaille que ta vision, travaille que du vestibulaire. Oui, mais à un moment donné, il faudra que tu l'intègres. Parce que la vraie vie, la vraie réelle, quand tu es avec un sportif ou même avec monsieur, madame, tout le monde, c'est que tous les systèmes travaillent ensemble. Tu n'en as pas un qui va dire ah ben moi, je vais prendre que les informations sensorielles de la vision. Ben ouais, mais non, les autres ils vont quand même agir. Parce qu'ils vont être intégrés ensemble. Et c'est pour Ok. ça que c'est intéressant et, à mon sens, indispensable de les travailler de manière isolée jusqu'à retrouver un niveau qui soit cohérent par rapport à ce qu'on recherche en termes d'objectifs. Et ensuite, tu n'as pas d'autre choix de les intégrer avec les autres composantes. Parce que la vraie vie, ça travaille Ouais, tout le bien temps sûr. ensemble. Et du coup, quand tu les travailles de manière isolée, tu vas travailler juste la vision ou tu vas essayer de faire un lien avec le mouvement, qui était défaillant, à l'origine? L'idée, c'est d'aller sur quelque chose qui est très segmenté pour arriver tout doucement sur quelque chose propre à la discipline de la personne. Je tiens juste à préciser une chose, quand on dit travailler, on vient surtout stimuler le capteur visuel, dans le sens où travailler ou rééduquer, ça reste vraiment l'apanage de l'orthoptiste, l'optométriste, etc., en fonction du professionnel de la vision. C'est ça qui est important aussi de préciser, on n'est pas là pour éduquer ou pour rééduquer, c'est qu'on est là pour stimuler l'entrée sensorielle. Donc la vision, s'il y a une vraie problématique, c'est pas nous qu'il faut aller voir, c'est un professionnel de la vision. Tu as un problème organique ou autre au niveau du système vestibulaire, on va voir un ORL ou un physio spécialisé dans ça. Nous, on utilise juste l'entrée sensorielle pour améliorer le mouvement. C'est ça l'objectif. Du coup, en redisant ça, j'ai oublié ta question. Tu peux me la rappeler? Euh, ouais, et si tu travailles, si on reprend la Ah oui. vision, si tu travailles,
si tu vas améliorer la vision, est-ce que tu vas aller faire un lien avec le mouvement ou alors tu isoles à 100% la vision? Mais tu as à moitié répondu déjà. Ouais. Ouais, il faut que tu fasses le transfert après sur le terrain. Parce que tu sais que l'ensemble des entrées va être interdépendant ou interrelié. Exemple, tu vas pouvoir faire une stimulation, je réfléchis en même temps, une stimulation de la convergence oculaire. Ok. Donc, tu veux restimuler tes yeux à travers tes muscles à travailler ensemble. Une convergence, c'est que tu rapproches une cible, tes yeux, ils font ça. Par une contraction des muscles extraoculaires, tes yeux font ça. Par contre, ça va totalement changer en dépendamment que si tu es assis, si tu es debout, si tu es en position sportive avec la tête en extension, etc., ou si tu es en équilibre sur une jambe, la tête inclinée. Et en fait, tout ça, ce sont des paramètres spécifiques par rapport à l'activité. C'est-à-dire que si tu as beau faire ton exercice de convergence comme ça, mais que ta discipline sportive, par exemple, ce soit comme ça, ou alors en équilibre sur une jambe, ben, ça n'aura pas le même transfert. Donc, travaille de manière segmentée pour arriver tout doucement sur. En fait, c'est comme la périodisation au niveau de l'entraînement. Selon moi, il ne faut pas le voir. Tu as la neuro d'un côté, tu as l'entraînement de l'autre côté. Ça prend les mêmes principes, ça prend les mêmes processus. C'est part de quelque chose peut-être de général pour arriver ensuite sur du spécifique. Ok, ouais, c'est super intéressant que tu parles de transfert. Et ça m'amène du coup à un lien direct sur une planification. Admettons, je suis préparateur physique, j'ai mes sportifs et j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même mettre en place ce genre d'exercice. Est-ce que tu conseillerais de placer ça, je sais pas, en échauffement, en amont d'une séance de conditioning ou faire des séances à part? Est-ce que tu aurais des stratégies qui sont mieux que d'autres dans cette optique-là? Euh, Techniquement, tout peut se faire. Maintenant, ça demande de bien connaître ton athlète. Exemple, on en avait parlé un petit peu en off par rapport à des réflexes archaïques, on va y venir aussi après, ou par exemple du système vestibulaire. On sait qu'il y aura une très grosse demande qui, des fois, peut être émotionnelle. Tu ne vas pas le faire pré-compétition. Okay, par exemple, tu as une compétition le jour J, tu ne vas peut-être pas le faire à ce moment-là. Par contre, c'est comme l'entraînement. Loin de la compétition, tu peux le faire. En fait, il y a tout est juste. Connaître ton athlète, il faut savoir sur quoi il match, sur quoi il ne matche pas. Tu peux mettre des séquences d'exercices le matin, le soir. Tu peux les faire en échauffement d'avant-séance. Tu peux les mettre en fillers. Donc, fillers, tu as série A, série B, entre la série A et la série B, par exemple, ou entre A1, A2. En fait, tout est juste. Mais il faut être sûr que tu travailles le bon système pour la personne. Parce qu'encore une fois, quand on discutait au tout début par rapport aux modulations de la boucle sensorimotrice, tu as des entrées sensorielles, interprétation, prise de décision, mouvement. On parle beaucoup des moments où ça améliore le mouvement. Exemple, je vais faire une stimulation de la convergence, blablabla, ça va augmenter mon amplitude. Mais la réalité, c'est que des fois, c'est une stimulation qui est potentiellement dangereuse ou menaçante pour la personne. Ça veut dire qu'en reprenant la même boucle, je vais faire le même exercice, au lieu de gagner en amplitude, je vais diminuer en amplitude, je vais avoir plus de tension. Ça, perso, on ne va peut-être pas le donner pendant la séance, en fillers ou en échauffement. Ça, on va peut-être plus l'éloigner. Parce qu'en fait, le grand concept derrière la RNP, c'est que surtout, c'est de l'individualisation. C'est que je vais donner un exercice à toi, je vais m'en donner un à moi, un à mon voisin, et on va tous réagir de manière différente. Il y aura une amélioration, il y aura une régression ou c'est neutre. Et c'est pour ça que c'est important de connaître la personne et ce dont il a besoin. C'est pour ça qu'on parle d'individualisation. Ouais, ouais, mais je voulais l'aborder aussi, cette notion d'individualisation, parce que c'est vrai qu'elle est très importante. Mais juste pour revenir, du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé, mais c'est vrai que d'un côté, ça peut être délétère de faire un certain travail. Parce que là, on parle des avantages, mais c'est vrai que du coup, tu l'as mentionné, c'est très important de bien connaître son athlète, parce que du coup, il peut y avoir des effets négatifs aussi. Négatif à un court instant, mais pas sur le long terme. Ce que je veux D'accord. dire par là, c'est que dans, au même titre que le monde de l'entraînement, au niveau neuro, pareil, il y a des principes d'entraînement. Notamment, ça va suivre les règles de neuroplasticité. Ça veut dire que si tu ne fais pas des stimulations à tout le temps, c'est des gains que tu ne vas pas gagner. En fait, tu vois. On te donne accès. Ça, c'est pareil. L'exemple, le même convergence, et que je vais gagner en mobilité, ce n'est pas quelque chose que tu as gagné. C'est quelque chose qu'on t'a donné accès pendant une période de temps. Et ça, c'est individuel, propre à chacun. Par contre, après, c'est à toi d'entraîner cette amplitude gagnée. Ce que je veux dire par là,
c'est par rapport à ta question, c'est est-ce que c'est délétère? Peut-être sur une courte période de temps. Par contre, sur le long terme, tu peux être gagnant. Mais c'est à toi d'être intelligent dans la manière dont tu vas le mettre en place. Exemple, aujourd'hui, j'ai un 1RM, je ne vais pas faire, exemple, hein, j'ai un 1RM, je ne vais pas faire pour la toute première fois de ma vie une convergence oculaire et après, on verra ce qui va se passer. Si c'est la convergence oculaire, c'est une stimulation qui te fait régresser dans la boucle, perso, ce n'est pas l'idée du siècle en fait. C'est comme si tu faisais une pré-fatigue avant un 1RM. Ouais, ce n'est pas l'idée du siècle en fait. Ouais, bien sûr. Est-ce que du coup, on l'a mentionné un peu tout à l'heure, mais ça peut avoir une grosse charge cognitive, ça peut être très fatigant ce genre de travail? Oui, 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 100%. Ça dépend des exercices. On va dire qu'il y a des. On va dire tout ce qui touche au système visuel, c'est très métabolique. Donc ça nécessite de bien alimenter ton cerveau. Bien alimenter, ça part par l'oxygénation et donc tout le travail de respiration, mais également avec du glucose, parce que c'est comme ça qu'il se nourrit. Donc c'est important qu'il soit bien alimenté. Du coup, le système visuel, ça peut être très métabolique. Le système vestibulaire, une très grosse charge émotionnelle, donc il va quand même prendre. Après, tout ce qui est en lien avec l'activation des récepteurs proprioceptifs, ça va. Donc, ton volume entre les trois récepteurs peut être dispatché de manière un petit peu différente. Donc, dépendamment de la capacité de chacun, tu vois, même dans le monde de l'entraînement, certains vont, contexte complètement pris au hasard, il y en a certains, ils ont besoin, par exemple, de 6 répétitions sur un mouvement, il y en a certains, ils en ont besoin de 12. Il y en a peut-être certains qui vont résister une tolérance à la charge de 3 séries, il y en a peut-être d'autres de 5. Ça, c'est dépendant de chacun, en fait. Il y a plein d'autres facteurs qui sont à prendre en considération. Et c'est pour ça Euh, que faut pas le voir, selon moi, hein, faut pas le voir comme la neuro, comme une pilule magique, on peut l'utiliser partout. Non, il faut quand même une certaine connaissance aussi et un certain recul sur ça reste un outil dans l'optimisation du mouvement. Et par contre, des fois, pas faire n'importe quoi non plus. ouais, bien sûr. Et est-ce qu'on peut faire aussi des... Alors ça, c'est parce que j'ai déjà vécu, parce que j'ai déjà fait des exercices de réintégration de réflexes, de posture, etc. Et moi, ça m'est arrivé de faire un malaise vagal. Est-ce que c'était déjà arrivé, toi, que des sportifs fassent un malaise vagal par rapport à ce genre d'exercice? Euh, Moi, personnellement, non. Enfin, je dis moi. Les personnes que j'en suivi, non. Parce que généralement, tu as des signes précurseurs ou avant-gardistes qui vont te dire pas trop toucher à ça. Et c'est juste que ton système, il n'est pas prêt en fait à ça. Dans ce qu'on a évoqué avant par rapport à la boucle sensorimotrice, je reviens beaucoup là-dessus parce qu'en fait, c'est ce qui permet d'expliquer énormément de choses, ou la boucle perception-action. C'est qu'après, ton mouvement, il va être décomposé, ou ta sortie va être décomposée en deux résultats. Une plus en mode sécurité, une plus en mode survie. Malaise vagal, elle sera plus en mode survie. Et c'est-à-dire que peut-être ta charge d'entraînement n'a pas été forcément très bonne, enfin ta charge d'entraînement neuro ou l'intégration que tu as fait n'était pas forcément bon à ce contexte et à ce moment précis en fait pour toi. En fait. Je ne sais pas ce que tu as fait comme intégration et pourquoi. Je me souviens pas, alors, dans les détails, je m'en souviens plus. Ça fait un moment, ça fait peut-être Ok, 2-3 ans. Mais c'était un ok, peu différent. C'était un psychoposturologue. C'était pas ok. trop en rapport avec le sport, mais c'était un peu le même genre d'exercice, avec des exercices avec sur la vision ou ce genre de choses. Mais dans les détails, Hmm. je pourrais pas C'est pas. C'est te répondre. c'est juste que c'est pas les. Si tu as un malaise vagal en faisant un exercice d'intégration, c'est peut-être pas l'exercice à faire pour toi aujourd'hui dans ce contexte-là. Enfin, du coup, il y a 2 3 ans, mais tu m'as compris. Parce que, Ouais, encore une ouais. fois, c'est que tu travailles sur tu travailles sur un système nerveux et il a des réactions sur plusieurs aspects. On parle beaucoup au niveau du mouvement, parce que je suis préparateur physique, et là-bas, on est 3 préparateurs physiques, mais la réalité, c'est qu'en travaillant sur le système nerveux, tu vas avoir un impact également au niveau de la cognition, donc la capacité aussi à de la logique, etc., plein d'autres aspects. Il y a également au niveau émotionnel, mais également au niveau des fonctions autonomes. Pourquoi? Parce que là, tu as parlé de réflexe archaïque ou de réflexe primitif. Faut pas oublier une chose, c'est que les réflexes sont intégrés dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral qui permet quoi? De gérer la stabilisation réflexe. Cool, c'est pour le mouvement. Mais quoi d'autre? Ah ben, tout ce qui est en lien avec les fonctions cardio-respiratoires.
Ah, intéressant. Ah, en plus de ça, en fonction des fonctions immunitaires. Ah, intéressant. Donc en fait, on s'intéresse beaucoup au mouvement, mais tu sais qu'il y a toujours ces 4 sphères qui vont toujours être atteintes. Et c'est pour ça que des fois, fais gaffe, quoi. Ouais, donc finalement, il y a plein d'avantages, parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle du mouvement parce qu'on est un peu plus axé là-dessus, mais ouais, OK, c'est intéressant. J'aimerais passer un peu Parce qu'on maintenant travaille, sur, le vas-y, mouvement, finis. donc en tant que sportif, c'est parce qu'on a notre background de préparateur physique, donc forcément, c'est ce qui nous intéresse. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que tu as d'autres sphères. Ça, c'est comme je prends l'exemple au niveau de l'activité cardiovasculaire, courir. On sait que c'est bon pour le cœur, etc. Mais tu sais qu'il peut y avoir aussi des libérations d'hormones, etc., etc. C'est pas que juste physique, en fait. Il y a toujours d'autres sphères qui sont toujours à prendre en considération, en fait. Pardon, bref, Bien sûr, on s'étale je peut-être un te peu. je non, mais je te rejoins là-dessus, c'est intéressant de le mentionner. J'aimerais passer, on en a un peu parlé, rapidement sur les réflexes. Est-ce que déjà dans un premier temps, tu pourrais expliquer un peu qu'est-ce qu'un réflexe, les différents types de réflexes qui pourraient aller, parce que peut-être que réflexe, ça parle à tout le monde connaît ça, mais je pense qu'on pense savoir, mais finalement, je pense qu'il y a plus Ouais. de nuances. Il y a beaucoup de nuances à prendre là-dessus. Alors, je vais faire une réponse un peu basique. Alors déjà, sur le site Labo, on a une académie où on partage à chaque fois un article par semaine. Et j'avais fait justement un article il y a 3 semaines de ça, sur comprendre les réflexes en 5 minutes. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis très bien, il y en a beaucoup qui en parlent, mais des fois, on ne sait pas exactement. Il y en a qui vont dire, ouais, les réflexes, c'est la pilule magique, c'est trop bien, hein, c'est magnifique, on a réussi à réguler ça. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il y a zéro article scientifique qui va te permettre de prouver ça et ça. OK. Un réflexe archaïque, c'est quoi? C'est juste une extrapolation de la boucle sensorimotrice. C'est un mouvement qui est réflexe. Exemple, celui qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux ou pour tous les parents qui nous écoutent, c'est tu as le bébé, il est ça, on met le stylo, il va fermer la main, il va gripper, et tu dis, waouh, mon enfant, il est trop fort. Ça, c'est un réflexe. Je mets une stimulation sensorielle. Donc, faites le point avec la boucle sensorimotrice que j'ai expliqué avant. J'active un récepteur sensoriel et j'aurai une réponse réflexe. Cette réponse réflexe, par définition, elle est involontaire. Ce qui est à l'opposé d'une bonne calibration de la boucle sensorimotrice qui dit je souhaite faire du mouvement volontaire efficace, efficient. Donc en fait, un réflexe archaïque, c'est un mouvement réflexe suite à une stimulation d'un des récepteurs qui va entraîner une réponse réflexe qui témoigne d'une mauvaise calibration de la boucle sensorimotrice. Et donc les réflexes archaïques, c'est quoi? C'est juste des autoroutes qui vont nous permettre, d'une part, de dire notre boucle sensorimotrice n'est pas efficace, n'est pas bien calibrée, n'est pas efficiente, et en même temps qu'on est plus en mode archaïque, d'où son nom réflexe archaïque. C'est simplement ça. C'est des réflexes qui sont là, qui à la base nous ont permis de créer notre motricité, qui ont permis de calibrer cette boucle sensorimotrice, et que si ce réflexe est toujours présent, ben, ça montre que notre boucle n'est pas totalement calibrée et qu'on n'a pas accès à notre plein potentiel au niveau de notre système nerveux et du mouvement. Parce qu'un mouvement efficace, efficient, c'est quelque chose où on est volontaire pour le faire. Ça, si c'est une réponse réflexe, c'est problématique. Par contre, si je fais une stimulation et que je décide de fermer, c'est un mouvement volontaire, là, ma boucle, elle est bien calibrée. Mes récepteurs donnent une bonne information, c'est interprété de manière sécuritaire pour mon système nerveux, je vais pouvoir prendre une bonne décision et je vais pouvoir créer un mouvement volontaire qui soit efficace. Et une problématique sur le terrain, très simple pour cet exercice d'agrippement palmaire, typiquement, ça va mettre du tonus qui est un petit peu exagéré. Parce qu'entre du volontaire et une réaction réflexe, bah, c'est des gens qui, par exemple, vont faire un deadlift et il y a tout le temps une main qui va lâcher. Ou alors, il y a un avant-bras qui est surcontracté par rapport à l'autre. Hein, bah, va peut-être regarder au niveau de ce réflexe. Mais un réflexe, c'est quoi? Le mécanisme d'un réflexe, c'est une stimulation d'une des entrées sensorielles. Donc, en fait, un réflexe, c'est juste ce qu'on évoque depuis le tout début. C'est la boucle sensorimotrice. Il y a un récepteur sensoriel qui est activé, c'est interprété, mais de manière plus en mode survie, comme ce qu'on disait avec les deux mécanismes. Et donc, on va mettre des réactions involontaires qui sont en lien avec notre survie. Et donc, ce n'est pas efficace, ce n'est pas efficient. C'est une boucle sensorimotrice qui est mal calibrée. Ça répond? Ok. Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Et du coup, pour mieux comprendre,
quel type de problématique enfin, tu as l'opportunité, enfin, c'est pas une opportunité, mais que tu peux rencontrer avec des sportifs quand on parle de réflexe, parce qu'on parle aussi de réintégration de réflexes. Est-ce que c'est le même type de réflexe comment ça se passe? C'est la même chose. Euh, Quand il y a un sportif qui vient me voir, je fais beaucoup de suivi en ligne. Quand il y a un sportif qui vient me voir, il me dit j'ai une problématique X. Exemple, bah, je souhaite être plus stable sur mes appuis. Je souhaite avoir moins de tension au niveau de l'épaule quand je fais mes shoots au basket, par exemple. J'ai des exemples là, qui me viennent en tête des personnes que j'en suivi. Mon objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer le mouvement, peu importe quel qu'il soit. Donc, c'est pas que je m'en moque de quel réflexe est présent. Je sais juste que ce réflexe peut avoir un impact sur ça. Mais mon objectif prioritaire, c'est calibrer la boucle sensorimotrice. Ce que je veux, c'est améliorer le mouvement. Pour ça, j'ai une multitude d'outils qui sont au niveau de la prise de décision, de l'interprétation ou de prise d'information. Donc, c'est pour ça que moi, les réflexes archaïques, je les vois comme juste un outil qui sont là pour calibrer. Je sais qu'avec un réflexe archaïque, j'ai une autoroute d'information pour pouvoir avoir plus de résultats. Parce que c'est un chemin qui est prédéterminé, en fait. Je peux utiliser le réflexe archaïque avec les intégrations, comme tu l'as dit avant, parce que mon objectif, oui, c'est d'intégrer mon réflexe. Mais l'objectif in fine de ça, c'est calibrer ma boucle pour améliorer le mouvement. Parce que la personne vient me voir pour améliorer le mouvement ou l'objectif qu'elle a. Donc, Je ne dis pas que c'est à l'encontre, c'est juste que c'est marrant, mais en ce moment, sur les réseaux, on voit tout le temps, comme dit, les réflexes archaïques, c'est la pilule magique. C'est cool d'intégrer un réflexe. Mais le but, c'est de régler la problématique de la personne et aller dans l'objectif, dans le sens, pour arriver à son objectif à elle. Et le réflexe n'est juste qu'un moyen pour pouvoir dire, c'est bon, avoir ce réflexe intégré, on se dit, OK, potentiellement, là, on a agi sur un des récepteurs et sur toute cette calibration. Donc là, on aura un impact sur le mouvement et ce de pourquoi tu es venu me voir. tu aurais un exemple concret sur comment tu arrives à évaluer un réflexe et savoir s'il a été réintégré, histoire de bien visualiser la chose. Ouais, je réfléchis en même temps. Oui, bien sûr. Un exercice très simple que tout le monde peut le faire chez lui. Alors, les personnes qui ont des troubles de mal de transport, troubles d'équilibre, vertige, etc., ne le faites pas trop. Par contre, ça vous donne déjà une indication sur la calibration de votre système vestibulaire et avec le lien avec le réflexe de Moro et de réflexe tonique labyrinthique. Un exercice très simple, c'est tu vas juste mettre les pieds joints, tu vas mettre les mains sur la poitrine, les yeux ouverts et ensuite les yeux fermés. Simplement, tu vas mettre la tête en flexion et tu vas regarder ton niveau de stabilité. Est-ce qu'il modifie beaucoup, pas beaucoup? Et tu vas faire la même chose en arrière. Et ensuite, tu feras la même chose, les yeux fermés. Si cette entrée vestibulaire mal calibrée, en lien avec plusieurs réflexes archaïques, si tu vois des instabilités, etc., qui commencent à apparaître, ça montre que cette entrée vestibulaire n'est pas bonne, qui aura un impact sur notre capacité d'équilibre et donc notre perception du corps dans l'espace. Exemple, j'ai un footballeur que j'avais en suivi, ça me vient en tête, un footballeur que j'avais en suivi qui avait un problème d'équilibre, tout ce qui était au niveau des canaux, donc l'entrée vestibulaire à gauche. Mais tout ce qui se passe dans la perception à gauche, pour lui, est beaucoup plus limité. Parce qu'il a eu du mal à ce niveau-là. Crois-moi que 90% avec la vidéo à l'appui, chez changement de direction, il se faisait tout le temps à droite. Forcément, c'est à gauche, c'est pour lui, ça n'existe pas vraiment. Dans sa perception, c'est un petit peu biaisé, c'est un petit peu plus flou tout ce qui se passe à gauche. Pour lui, il est beaucoup plus en sécurité et donc beaucoup plus performant de partir à droite. C'est logique en fait. Enfin, je me suis un petit peu parti à côté, mais ça va comme test. Ouais, C'est un ouais, test ouais. très simple que tout le monde peut utiliser. Par contre, je dis bien, les personnes qui ont des problèmes de vertige, d'équilibre, etc., ne le faites pas parce que si vous allez le faire, toute proportion gardée, soit vous avez vraiment des déséquilibre et j'ai pas envie qu'il y ait des chutes au cas où. Il a un nom, ce réflexe. Il y a un réflexe du coup qui est à la base de ce test. Ouais, c'est le réflexe tonique labyrinthique, avant ou arrière. Mais qui en réalité, si on reprend un peu le lien entre les réflexes et la neurologie fonctionnelle, c'est juste une stimulation des canaux antérieurs et canaux postérieurs. Et même si on voudrait être encore plus précis, donc le test, c'est vraiment ça. Là,
Là, si on veut être vraiment plus précis, il faudrait faire à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'intéresse à la neurologie fonctionnelle, donc là, on va peut-être aller un petit peu plus loin pour certains, c'est juste que tu as des canaux qui viennent coder l'information comme ça et comme ça. Pareil derrière. Il n'y en a pas qui vont tout droit. Donc, c'est-à-dire que lorsque je fais ça, c'est mes deux canaux antérieurs à gauche et à droite qui viennent faire l'information. Du coup, on sait que ton réflexe tonique labyrinthique peut être présent, peut être actif, mais par contre, on ne sait pas si c'est plus le gauche ou si c'est plus le droit qui est problématique. Donc, on pourrait être même plus précis en faisant à gauche et à droite. Pareil pour le postérieur. Mais c'est pour ça que, donc, Ok. réflexe tonique labyrinthique, mais c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de distinction. Je fais d'un côté de la neuro et d'un côté, je fais les réflexes. Non, c'est la même chose. On cherche à mesurer la qualité des informations sensorielles, des récepteurs, en lien avec cette boucle, pour qui est pour objectif d'améliorer le mouvement. C'est ça l'objectif. Ouais, et donc ça fait directement le lien avec la prépa physique, parce que peut-être qu'il y en a certains qui vont se demander c'est quoi le lien de réintégrer un réflexe dans le but d'améliorer la performance. Donc finalement, ça va améliorer le mouvement et donc, enfin l'efficience du mouvement et donc à terme la performance. On va prendre l'exemple, un autre exemple que j'ai en tête. Tu sais le test que j'ai montré juste avant avec les réflexes d'agrippement palmaire, où tu vois cette réaction-là. En fait, il existe à peu de choses près, le même réflexe au niveau du pied. Imaginons juste que tu aies euh, un réflexe du pied, une hypersensibilité du pied que à gauche. On va reprendre un petit peu de comment ça fonctionne. On a un réflexe du pied qui est toujours actif à gauche, mais pas à droite. Donc potentiellement, à gauche, on sera plus en mode survie, donc, parce que c'est dangereux, et à droite, on sera bien, parce que ce sera bien calibré. Je vais faire un squat avec, on va dire, 90% de mon RM. On commence à causer un petit peu en termes de charge. Je vais descendre. Tu sais que ça commence à devenir vraiment très difficile pour ta survie. Est-ce que tu vas prendre le risque de mettre ton poids réparti sur les deux pieds? Ou alors, parce qu'à gauche, tu sais que c'est déjà un petit peu moins bien calibré, c'est potentiellement plus dangereux, ce que je vais faire, je vais faire un shift à droite. Parce que pour moi, j'aurai plus de force dans ma jambe droite qu'à gauche. Et généralement, c'est la jambe gauche où il y a toujours ce réflexe du pied, où tu as un petit peu plus de tension, plus de douleur, un petit peu moins de mobilité aussi. Alors tu pourrais dire, ouais, j'ai un shift parce que j'ai moins de mobilité. Ah, mais peut-être que c'est juste ton pied qui est mal mappé en fait dans ton cerveau. Parce que quand on parle de proprioception, on parle surtout de mapping, de cartographie. Est-ce que ton pied est bien mappé? Est-ce que ton système est suffisamment en sécurité pour mettre du poids réparti sur les deux pieds? C'est ça la grande question de fond. Et toujours d'un point de vue survie, quand tu as, peu importe la charge, 150, 200, 250 kilos, mettre sur quelque chose qui de base est un petit peu instable, perso, je ne prendrais pas le risque. Et ça me fait aussi penser l'adage là de Charles Pouliquin qui dit on ne peut pas tirer un boulet de canon d'un canoë. C'est exactement ça. Tu as un canoë à droite, à gauche, par contre, tu as un sol bien dur à droite. Perso, je préfère tirer mon boulet là où c'est bien dur. Donc, je vais faire un chiffre de bassin qui est un moyen pour compenser et quand même réaliser la tâche qu'on voulait faire. Donc, c'est pour ça, ce n'est pas parce qu'on a une boucle sensomotrice mal calibrée ou des réflexes archaïques toujours présents qu'on ne peut pas faire la tâche. On peut la faire. Par contre, ce chiffre de bassin ou ces compensations et ces adaptations auront un coût à court, moyen, long terme. Et c'est à toi de mesurer est-ce que ce coût, il est vraiment bénéfique aujourd'hui ou pas. C'est super intéressant. Je pense que cet exemple du squat avec les pieds, il est très parlant. Et c'est vrai que du coup, bah, tu viens d'en parler, à moyen long terme, du coup, si on répète ce mouvement avec des charges conséquentes, on va compenser. Et du coup, à terme, potentiellement un risque de blessure qui est augmenté. Potentiellement. Et il n'y a pas de vérité. Aujourd'hui, j'ai suffisamment d'expérience pour dire qu'il n'y a pas de vérité. Mais cet exemple, il me parle bien, parce que c'était moi il y a plus de 10 ans en arrière. C'est pour ça que j'utilise. Mais après, j'en ai vu encore plein d'autres entre-temps. Et j'arrivais à faire des squats. Mais sauf que à chaque fois, j'avais… Bref, pour l'histoire, je m'entraînais, on me disait entraîne-toi pour la santé. Donc, tu t'entraînes. J'avais des séances de squat 2 fois par semaine, lundi, jeudi. On dit entraîne-toi pour la santé. Les squats, c'est bon pour la santé. Je m'entraîne lundi. Mardi, mercredi, j'ai mal au dos, j'avais à peine à bouger. Puis le jeudi, j'ai de nouveau des squats. Après, j'ai de nouveau mal au dos. Et après, on est à un constat de base. Tu dis, waouh, on te dit entraîne-toi pour la santé. Le squat, c'est bon pour la santé. Mais 5 jours sur 7, tu as mal au dos. Ouais, c'est un peu à l'encontre de la santé, de ma définition de la santé. Du coup, le problème vient du squat ou il vient de moi? Puis après, tu te rends compte qu'il y a plein de personnes qui squattent qui n'ont pas mal au dos. En fait, le problème, il vient de moi.
Et vient après tout un questionnement de fond qui dit, ouais, ok, pourquoi chez moi ça va pas? Puis après, tu vas commencer à chercher. J'ai fait au début de ma carrière beaucoup d'entraînement fonctionnel, sans citer des noms, etc. Puis après, une fois que tu comprends ça, tu dis, ah ok, je comprends un petit peu mieux de pourquoi j'avais toutes ces adaptations et ces compensations. Et ça met des mots sur ce que je vivais à l'intérieur. Je dis, ouais, j'ai un shift, ouais, mais parce que je manque de mobilité, mais parce qu'en même temps, tu as ça. Et après, l'idée, c'est à toi de le renforcer aussi, tu vois. Mais, enfin bref, il y a tout ça. Ouais, c'est super intéressant. Ça me fait penser, j'ai utilisé récemment des plateformes de force où on peut voir les déséquilibres jambe droite, jambe gauche. Est-ce que tu penses que Ouais. ça peut être un indicateur? Imagine, je sais pas, je fais un CMJ sur une plateforme de force et on voit, je vais dire un chiffre au hasard, 20% de déséquilibre. Du coup, ça pourrait être un indicateur qu'il y a un réflexe qui est plus ou moins activé sur une jambe. Tu penses on peut faire le lien? Euh, c'est un lien rapide, mais qui peut se faire. On va dire que là, aujourd'hui, avec Labon, on a un partenariat avec Invent, donc justement pour avoir des moyens d'objectiver toutes les datas. Tu sais, parce que sur les réseaux, c'est cool de faire de la mobilité, etc. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est du data. 20%, ça me paraît peut-être beaucoup. On va dire que généralement, de tous nos tests qu'on utilise actuellement, c'est entre 5 et 15% de gains, à peu près sur vitesse déplacée, hauteur de saut, etc. C'est un peu ça qu'on voit. Maintenant, faut le voir de manière globale. C'est pour ça que je disais, la neuro, c'est un outil qui vient s'implémenter dans le monde de l'entraînement. Parce qu'il peut y avoir plein d'explications, le fait que tu pousses 20% plus fort d'une jambe à l'autre. Par contre, teste et regarde ce que ça donne. Est-ce que si maintenant tu faisais une simulation d'une des entrées et tu vois que ce 20% devient peut-être 25% ou peut-être 10% ou 15%, peu importe, tu vois qu'il y a une modulation. Donc potentiellement, c'est une piste de réflexion à développer. Après, il peut également y avoir un manque de force, tout simplement, une asymétrie musculaire. Tu sais, tu prends un tennisman maintenant, tu vois, il a le bras de frappe qui est beaucoup plus développé que l'autre. Il y a des proportions structurelles qui vont entraîner certains désalignements, entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Et encore, chez les tennisman, il me semble que c'est pas. Tu peux avoir un déséquilibre ou une asymétrie au niveau des deux bras, et t'en as, ils vont avoir peut-être des soucis, et d'autres qui vont très bien se porter, quoi. C'est pour ça que c'est vrai que j'en ai pensé aussi par rapport à ce que tu as dit avant. Est-ce que le fait que tu as des réflexes intégrés, tu vas avoir forcément des douleurs, des tensions? Des fois pas, il y en a qui vont très bien compenser. Par contre, on n'a pas assez de recul, pour être tout à fait honnête, on n'a pas assez de recul sur le moyen long terme. Donc peut-être que tu peux avoir toutes tes entrées mal calibrées. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as rien. Par contre, on ne sait pas dans 5 ans, dans 10 ans ce que ça va donner. On n'a pas assez de recul là-dessus non plus. Par contre, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que tu peux avoir un résultat assez immédiat. Donc, pourquoi s'en priver? Surtout que quand tu travailles beaucoup avec des sportifs de haut et de très haut niveau, tu sais, des fois, même juste 2% de gains, tu les prends. Hein. 3%, tu les prends. Mm. 4%, tu les prends. Alors quand des fois, on peut voir qu'avec les chiffres qu'on a, des fois entre 5 et 10% de gains, des fois, ça peut faire des années d'entraînement. Par contre, après, tu vois, je vais prendre l'exemple. Tu fais un squat, tu gagnes 5 à 10% sur ta vitesse de barre ou quelque chose. J'ai les chiffres au hasard. 5 à 10, ça dépend vraiment de tout le monde. Par contre, et après, s'entraîner, imaginons avec 100 kg. S'entraîner avec 100 kg ou avec 10% de gain avec 110, tu sais que ton rebond, il ne sera pas le même. Parce que tu t'entraînes déjà avec une charge. Donc, c'est pour ça que je dis, entraîne une fois que ce que tu as gagné. La neuro ne va pas te faire gagner. Elle te donne accès. Elle te donne accès à ces 10%. Par contre, c'est à toi, en tant que préparateur physique, de mettre de l'entraînement dessus sur ce surplus, de ce que tu as eu accès en fait. Parce que c'est 10% en plus, tu y as accès. Des fois, il faut juste le petit levier qui dit, OK, maintenant je peux vraiment et je peux travailler dessus. Et c'est pour ça que on parlait avant de FRC, enfin, j'en ai parlé rapidement. Moi, je trouve que c'est un excellent outil. Par contre, des fois, le ROI n'est pas super bon parce que tu travailles sur quelque chose que tu n'as pas accès. Et comment moi je vois le système FRC, c'est travail une fois que tu as eu accès à ton amplitude. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Euh, pour les personnes tu vois, c'est super intéressant. Il y a plein de choses, mais on sait que actuellement, je vais prendre dans l'entraînement, dans la préparation physique,
des fois, on manque de temps ou alors on va avoir comme priorité de développer des qualités physiques. Et peut-être que des personnes qui vont s'intéresser à tout ça, est-ce que il y aurait des priorités ou des choses que tu mettrais en numéro un si on veut venir, si on veut venir travailler ce genre de choses avec la posture, les réflexes, tout ça? Est-ce qu'il y aurait des choses à mettre en premier si on commence à s'intéresser à ce type d'entraînement? Euh, Parce qu'on peut pas tout faire, ce tu qui vois, est ça serait super 100%. long si on n'a pas le temps. 100%. Ce que j'aime bien dans ta réflexion de fond, c'est on n'a pas le temps. Et ça, c'est cool. Parce que tu vois, au tout début, dans notre système de réflexion RNP, comme on avait un bilan qui durait presque plus d'une heure. Et sauf que la réalité de terrain, c'est que tu n'as pas une heure. Exemple, tu as une personne qui vient pour une séance, tu as 1 heure 30, peu importe. Bah, tu ne peux pas passer 1 heure 1 heure 30 à faire que de la neuro. Non, c'est comment est-ce que tu peux implémenter la neuro là-dedans. Et l'avantage, c'est qu'on a, ben, de par cette expérience, on a fait un système de screening, d'évaluation, qui, une fois que tu le maîtrises, potentiellement, en vrai, en 4 minutes, tu as fait un screening au niveau de la personne. Et donc, tu ne perds pas vraiment de temps. Parce que ces 4 minutes, c'est souvent des temps morts que tu fais. Bah, tiens, tu vas faire une série 2. Et en fait, tu fais déjà ton screening. Tu fais déjà ton évaluation au niveau de la personne. Donc, finalement, ce n'est pas vraiment du temps perdu. Parce que ton objectif, comme tu l'as dit, c'est augmenter les qualités physiques de la personne. Mais si ce dont elle a besoin, c'est la neuro, est-ce que tu perds vraiment du temps? Je ne suis pas sûr. Parce que c'est ça le levier qui va te faire gagner sur beaucoup de choses. Donc, ça peut être très rapide. Maintenant, un seul truc dont la personne elle a besoin, euh, je vais faire une réponse un peu avec les sportifs qu'on a. Euh, Par expérience, la proprio, c'est quand même pas trop mal travaillé chez beaucoup de préparateurs physiques. Les entrées vestibulaires et visuelles sont, à l'inverse, pas souvent stimulées. Et c'est un peu, je dirais, le conseil que je pourrais donner, va faire un bilan orthoptique chez un optométriste, orthoptiste, parce qu'en fait, généralement, pour beaucoup de sportifs avec qui on est, ils ne savent même pas ce que c'est et que ça peut souvent leur faire beaucoup de bien. Ok, après, je posais la question, mais je pense que c'est une réponse bateau, mais ça dépend de chaque sportif, évidemment, quoi. C'est tellement. Tu sais, je vais prendre un exemple très simpliste. Euh, euh, tu veux progresser au dips. Donc, en partant du principe que le dips, c'est bon pour le blablabla. Tu veux faire un dips. Ouais, mais ton facteur limitant, c'est quoi? C'est les pecs, c'est la mobilité d'épaule, c'est tes triceps, etc. Donc, tu peux faire 15 périodisations différentes pour améliorer le dips. Parce que tu auras 15 facteurs limitants pour la personne. Niveau neuro, c'est pareil. C'est très difficile à donner un template. Parce que justement, comme on l'a dit au début, ce qu'on prône, c'est l'individualisation. Et l'expérience nous montre quand même que en donnant un exercice, sur 10 personnes, tu peux avoir 10 réponses différentes. Il y en a que ça va améliorer beaucoup, il y en a qui va améliorer pas beaucoup, il y en a ça va détériorer, il y en a ça va être pareil, il y en a qui vont se sentir mal. En fait, il y a tellement. C'est difficile en fait. Sur les réseaux, on partage beaucoup des fois des méthodes bazooka, dans le sens où par notre expérience, on voit que cet exercice peut améliorer ça. La réalité, on a zéro certitude. C'est juste une tendance générale qu'on sait que ça peut donner des résultats. Parce que tout le monde va réagir de manière différente. Ok. Est-ce que dans une optique de gain de temps, tu penses que ça peut être pertinent pendant les temps de repos, admettons, je fais un travail d'explosivité ou peu importe, j'ai 2 minutes de repos. Est-ce que tu penses que ça peut être pertinent pendant ces 2 minutes de faire un travail neuronal, cognitif ou un travail sur la posture? Ou alors ça pourrait, à l'inverse alors soit c'est positif et du coup on pourrait intégrer dans ce temps de repos, ou alors tu le déconseillerais parce que ça va induire une fatigue un peu plus nerveuse, psychologique, je ne sais pas trop. Et du coup, ça pourrait être néfaste pour le, pour l'exercice suivant, quoi. Je te dirais que ça pourrait être bon, mais il faut que ça colle dans ta périodisation et ta planification d'entraînement. De ta période, quand est-ce qu'elle est ta compétition, est-ce que tu es plus tel cycle ou tel cycle. Pour moi, ça fait énormément de sens. Ouais, ça ferait énormément de sens. Ok, c'est une réponse bien tranchée. Est-ce que, Ouais, bien tranché, mais en même temps, tout le temps en disant, il faut que ça colle avec ta périodisation et ta planif et les objectifs de ton cycle, en fait. Donc, oui, mais en même temps, il faut que ça colle. et ça pourrait pas induire, si je fais un travail sur la vision,
et que ça me fatigue un peu la tête pour Mhm. employer des termes simples. Ça pourrait pas, si je fais un exercice je veux dire, si je fais du squat après, ça pourrait pas me, tu sais, je suis un peu fatigué pour mon squat, mais après, c'est pas le même travail. Est-ce que je sais pas si tu vois ce C'est que pour je c'est veux pour ça dire. que je dis, quel est ton objectif de séance? Est-ce que ton objectif de séance, c'est d'améliorer ton squat ou est-ce que ton objectif, c'est de stimuler ton capteur oculaire pour qu'il soit mieux calibré? Généralement, dans une séance de prépa physique, ton objectif, c'est d'améliorer le squat. Donc, à toi de trouver ta dose minimale effective de stimulation visuelle pour avoir un rebond, un regain. C'est pour ça qu'on en revient à la question de départ, connais ton athlète. En connaissant ton athlète, comment est-ce qu'il va réagir avec telle stimulation, tu vas savoir ce dont la dose il a besoin. Et tu vas vite voir, à un moment donné, si tu as en surdose ou pas. Par contre, il y a des séances où des fois tu cherches vraiment une fatigue, quand même la capacité à performer sous état de fatigue, bah là peut-être ça peut être intéressant. Donc il y a le contexte à prendre en considération. Donc la question, ouais, en squat, n'oublie pas, ce que tu cherches à faire, c'est améliorer ton squat. Donc trouve la dose effective de stimulation visuelle en partant que tu en as besoin, mais pour améliorer ton squat. On en revient toujours à la question de fond, c'est tes préparateurs physiques, il faut que tu fasses de la préparation physique. La neuro, c'est juste quelque chose qui vient agrémenter, qui vient suppléer, qui vient supporter ce que tu as besoin dans ton entraînement physique. C'est pas un truc de dire, oh, c'est que ça prend autre chose. Ouais, faudrait tester finalement si je prends un exercice. Je vais dire des chiffres au hasard, mais si je teste 20 secondes, on voit que 20 secondes ça passe. Je fais 40 secondes, je vois qu'il est trop fatigué pour son exercice. 30 secondes, bon, bah, ça passe. Et on teste comme ça et on trouve le bon timing et la bonne dose, comme tu viens de le dire. Tu penses qu'on peut le faire en testant comme ça, de manière un peu expérimentale? Ouais, tu peux. Mais maintenant, ton objectif, surtout en squat, c'est surtout la stimulation oculaire. La stimulation, donc tu ne seras pas sur 30-40 secondes, tu seras peut-être plus sur du 5, 7, 8, 9 secondes, tu vois. Parce que tu cherches juste à activer. Ouais, Et je puis disais des chiffres au hasard. d'une série A. Ouais, 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 ouais. Non, mais justement, mais c'est bien, parce que quand tu cherches vraiment à entraîner, ben ouais, là, tu peux faire des gros volumes. Tu sais, entraîner la vision, entraîner blablabla, tout ça. Ouais, là, tu peux chercher de gros volumes. Mais quel est ton objectif? Si ton objectif est juste d'activer et de faire une stimulation, c'est des temps qui sont beaucoup plus courts. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier mot sur tout ce qu'on vient d'évoquer, sur les réflexes ou sur tout ce qui est posture, neurologie? Est-ce que tu aurais un dernier mot là-dessus ou d'autres choses à rajouter Pour vrai, moi, le seul mot que je pourrais dire, c'est, enfin, il y en aura peut-être plusieurs. C'est la Vas-y, neuro n'est vas-y, pas une vas-y. pilule magique qui va tout faire, d'accord? Dans le sens où c'est pas, ah, je fais de la neuro, c'est trop cool. Ouais, ça prend un contexte, ça prend des connaissances, ça prend également euh, connaître la personne en face de toi. C'est pas une pilule magique, c'est juste un outil supplémentaire qui vient pour assister ce que tu fais en tant que préparateur physique. Il y aurait ça. Et bah, par rapport à ce que tu dis avec les réflexes, c'est de la neuro. C'est notre objectif, c'est calibrer le système nerveux, calibrer la boucle sensorimotrice. C'est simplement ça. C'est ne pas et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Quand nous ou pareil tout le monde, expérimentez sur le terrain, testez et voyez les résultats. C'est ça. Ça fait plusieurs mots. Euh, ouais. Une question directement en lien. Est-ce que tu penses que c'est forcément le préparateur physique qui doit faire ce genre de travail? Ou alors c'est mieux d'avoir alors, ça va dépendre des moyens évidemment, mais je pense que c'est mieux d'avoir un spécialiste. Mais est-ce que c'est forcément le préparateur physique ou ça peut être l'entraîneur du sport qui fait ce travail-là? Tu penses qu'il y a une préférence ou juste faut être formé pour pouvoir le faire et pour bien le faire? Pour vrai, je te dirais que tout se fait. Tout se fait. Je vais prendre l'exemple, même juste dans le labo, Romain, il est préparateur physique. Euh, il fait de la préparation physique et il inclut la neuro dedans. Moi, à l'inverse, ben, les personnes que j'ai en suivi ont déjà leur préparateur physique et je viens juste implémenter ça avec le côté neuro. Les deux se font. Dans la formation, on a des ostéos, on a des kinés, on a des entraîneurs, on a des profs de PS. En fait, on a vraiment de tout background en fait. Et je pense qu'il n'y a pas de vérité, c'est juste ta conscience professionnelle qui t'emmène vers ça. Maintenant,
pour revenir à ta question, si tu es préparateur physique, n'oublie pas une chose, c'est que tu es payé pour faire la préparation physique. Je te dis ça parce qu'on a déjà vu des gens qui étaient préparateurs physiques, on leur payait pour faire une séance de préparateur physique, et sur 1 heure de préparation physique, ils faisaient 45 minutes de neuro. N'oublie pas une chose, tu es préparateur physique, donc fais de la préparation physique. La neuro vient juste supporter ce que tu fais dans ta pratique. Ça Sauf si marche, maintenant tu je suis dis, bien bah, je dessus. suis spécialisé neuro, tu vois. C'est ça. Ça Ok, répond? carrément, 100%. Parfait. Donc là, comme je t'en ai parlé en off, j'aimerais bien parler un peu du travail un peu cognitif. Je parlais du jonglage tout à l'heure. C'est quelque chose que moi, la première fois que j'ai vu, c'était sur les réseaux aussi avec Samuel Breton. Je ne sais pas si tu connais, Oui. c'est un préparateur physique sur Quimper. Et du coup, il montrait un peu, il faisait ça avec ses joueurs. Je trouve ça super intéressant. Je l'ai vu de ton côté aussi. Est-ce que tu pourrais parler un peu des bienfaits du jonglage? C'est qu'il y a la coordination œil-main, etc. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus? Euh, En fait, c'est top. Enfin, c'est top. Moi, j'utilisais Oui, beaucoup c'est ça. top. Les jonglages, j'utilise Ouais, ouais. En fait, c'est juste que je l'ai incorporé moi pour moi dedans, tu vois. Je le donne pas à tous mes sportifs non plus, mais je trouve ça juste top parce qu'en fait, comme tu as dit, coordination et main, moi, je l'ai inclus dans le jonglage dans ma routine matinale, un petit peu tout le temps. Dans mes méthodes de productivité, je travaille beaucoup sous forme de Pomodoro, donc 25 minutes de travail, 5 minutes récup, blablabla. Je vous laisserai rechercher si jamais vous ne connaissez pas. Et en fait, dans mes 5 minutes de récup, ben, je fais des jonglages parce que justement, ça m'aide à apaiser un peu le système. Ça me permet de travailler ma coordination œil-main. Ça permet aussi la stimulation de matière grise. Il y a la perception corporelle. Il y a la capacité aussi à bouger un petit peu les bras, libérer un petit peu. On parlait justement des réflexes avant. Justement, ça va aussi stimuler par rapport à d'intégrer ouais, dans le schéma du réflexe tonique asymétrique du cou, qui est un des réflexes. Ce qui est intéressant, ça permet aussi de travailler par rapport à ta ligne médiane, à bouger tes mains. Enfin bref, c'est vraiment top. Par contre, ce qui est intéressant, c'est des fois quand tu fais le pont avec la neuro ou la RNP, comme on l'a dit avant. Exemple, des fois, tu vas peut-être plus jongler juste d'une main, par exemple, mais juste le côté où tu sais que tu as un réflexe de la main ou RTAC beaucoup plus prononcé. Des fois, tu peux faire le jonglage, par exemple, avec la tête penchée, quand tu veux stimuler encore certains récepteurs, dont on revient à la qualité précédente de comment est-ce qu'on peut intégrer tous les systèmes ensemble. Donc, mais le jonglage, en vrai, je dirais, même si tu commences juste basique comme ça, pour vrai, c'est trop bien. Il y a enfin, je dis pas qu'il y a plein d'articles, hein, en vrai. Il y en a certains. Je n'ai pas fait plus de recherches que ça non plus, mais moi, je trouve ça vraiment top. Voilà. Oui, oui. Et puis je pense qu'il y a le côté aussi un peu ludique qui est apprécié, je pense, par les sportifs. C'est ça, clairement. Mais des fois, en plus, il y a des trucs, c'est cool, hein, mais enfin, ce qui est cool, c'est mon objectif, c'est d'ici la fin d'année, réussir à jongler avec 5 balles. C'est pour parler avec des personnes qui jonglent vraiment bien, il paraît que ça va être vraiment tendu, bien que j'ai 10 mois encore 11 mois devant moi. Ouais, c'est chaud. Mais par contre, ça montre aussi les personnes qui arrivent à jongler avec beaucoup de balles, faire plein de trucs et tout avec les balles. Ça montre surtout aussi beaucoup de force de, de détermination, on va dire, ou d'habitude. C'est sûr que tu ne fais pas ça du jour au lendemain. Et jongler, des fois, ça peut être très difficile. Des fois, jongler avec 2 balles, c'est chaud. 3 balles, c'est chaud. 4 balles, c'est chaud. Et en fait, ça montre la capacité aussi de discipline que tu as ou que malgré l'échec, tu continues d'avancer en fait. Enfin, il y a plein de choses pour moi. Et après, je l'ai Ouais. incorporé dedans. C'est vrai que je l'ai vu, je le mets dedans, et puis ça fait plusieurs années, et puis je fais. Et puis là, c'est vraiment, je me suis dit, cette année, objectif, fin d'année, 5 balles, mais pas jusqu'avant, parce que je le faisais juste comme ça, sans souci de progression, juste pour me mettre dans ma bulle. Ok, ça bouge, et puis voilà. Donc maintenant, let's go. Du coup, là, tu as évoqué les bénéfices du jonglage. Est-ce on peut avoir un réel transfert ou un intérêt direct dans les disciplines sportives? Alors, ça va peut-être dépendre des disciplines, mais est-ce que toi, tu vois dans certaines disciplines où, ok, je sais jongler, ça peut m'apporter tel bénéfice dans telle situation? Est-ce que tu as des exemples en tête comme ça? Bah, je te dirais, j'ai jamais vraiment réfléchi, mais après, dans tout ce qui dans toutes les activités où ça demande une coordination œil-main, tennis, basket, handball, le cirque, forcément. Ouais, développer couché, tu sais, as de la coordination œil-main aussi qui va entrer en jeu, où tu auras ta représentation, bouger la main pendant que tu fixes ta barre, là, il faut que ta main elle bouge. En même temps, ça fait du lien avec la vision périphérique, avec du jonglage que tu peux aussi développer en cherchant un peu plus la main sur le côté, tu vois. Donc, ouais, je te dirais partout, il y a de la coordination œil-main. Et en vrai, il y a beaucoup de sports où il y a de la coordination œil-main.
Donc ça aiderait indirectement. Je prends l'exemple du tennis. Le tennis, ça me parle aussi. Savoir jongler, ça nous aiderait à développer cette coordination. J'en mettrais pas ma main à couper, mais je dirais que ça ferait pas de mal. Dans le Ouais, sens, non, ouais, ça, j'ai j'en jamais doute fait la pas. recherche autour de tout ça. Maintenant, j'ai du mal à voir comment ça peut être néfaste, tu vois. Est-ce que ça ferait du bien? Ouais, Potentiellement. Est-ce que ça ferait du mal? Je pense pas. ok. C'est vrai que j'ai jamais cherché. Ouais. J'ai plus incorporé en tant que routine que vraiment chercher le jonglage va permettre de ça dans tel sport et tout. Mais maintenant, on voit beaucoup de. Tu sais, quand on parle de performance, on parlera beaucoup de performance physique, développer une barre, une force, endurance, etc. Mais après, il y a la performance motrice où l'un va soutenir l'autre. Performance motrice, ta capacité à bouger, la capacité de coordination, d'équilibre, etc. Ça revient à ce qu'on disait avant. Et donc, l'un va dans l'autre, ça peut soutenir en fait. Mais comme tu l'as dit, dans une routine, je pense que ça peut être très pertinent. Et pour reprendre l'exemple du tennis, j'avais vu une vidéo de la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, qui, tu sais, avant de rentrer sur le court du tennis, là, t'es dans les locaux là, à l'intérieur avant de rentrer sur le court. Je sais que je la voyais sur une vidéo, je la voyais jongler. Donc je pense que ça peut être une forme de routine pour se concentrer, se mettre dans sa bulle. Et rien que dans cette optique-là, ce serait peut-être un peu plus lié à la préparation mentale. Mais je pense qu'on peut avoir de bons bénéfices là-dessus, quoi. C'est ça. Bah, généralement, après le podcast que tu as fait avec Anthony, on fera sûrement plus sur tout ce qui est la routine, préparation mentale. Généralement, avant une compétition, c'est plus justement routine en lien avec tu te mets dans ta bulle, etc. Tu vois, je pense. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que tu as d'autres types de travail de ce genre? On a parlé du jonglage. Est-ce qu'il y a d'autres types de travail, d'autres types, pardon, d'exercices qui auraient les mêmes bénéfices ou ouais, les mêmes bénéfices Par rapport à quel contexte? par rapport au contexte sportif, toujours dans un but de performance directe ou indirecte? Là, on a vu l'exemple coordination œil-main avec le jonglage. Hmm. Ouais, j'en ai un qui m'est venu là comme ça, c'est le travail du pied. Parce que le pied, d'un point de vue sensoriel, il y a énormément de récepteurs au, donc récepteur proprioceptif au niveau du pied. Le pied, c'est quand même ton seul contact physique avec l'environnement. C'est la seule structure qui est horizontale, tout le reste, il est vertical et qu'il y a énormément de transferts qui peuvent se faire. Donc un travail sensoriel et moteur du pied, ouais, je pense que c'est un big deal pour beaucoup de personnes, que ce soit performance ou même souci de santé. Et travail du pied, généralement, ça ne fera pas de mal, surtout dans cette c'est-à-dire où on a des grosses chaussures, on met tout le temps les chaussures, etc., etc. Ouais, le travail du pied, pour moi, c'est big deal. Et Ouais. même des fois, Et tu sais, un ça, travail du pied, je réfléchis, mais juste des fois, marche dehors avec les pieds, pour certains, c'est déjà une épreuve. Donc, ouais, c'est le pied, je dirais, qui m'est venu comme ça, hein, sans réfléchir, hein. Donc, ouais, mais c'est vrai que ça, on le voit de plus en plus. Et je sais que moi, dans mon lieu de stage, là, en prépa physique, c'est mon tuteur de stage. Des fois, il demande aux joueurs d'enlever leurs chaussures et de faire des travails de doigts de pied ou ce genre de choses. Et je mm, trouve on le voit de plus en plus. Et c'est du pied généralement que vient le mouvement. Donc, c'est la base, quoi. C'est super important. c'est la base. Et il y a l'hôpital de la Tour à Genève, j'ai oublié le nom du mec, je sais plus. Bref, il a fait beaucoup d'articles, enfin beaucoup, plusieurs articles ces dernières années, justement, de travail structurel au niveau du pied. Tu combines ça avec l'ensemble des réflexes archaïques qui sont situés dans le pied, avec l'ensemble des récepteurs sensoriels au niveau du pied, tu mets ça un bon melting pot et tu as un bon outil là, pour travailler en fait. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ce thème qu'on vient d'aborder? Écoute, non, pour vrai, c'est pas mal complet, il n'y a rien qui me vient en tête. Ok. Ouais. Avant de conclure sur le podcast, j'aimerais juste aborder un autre sujet qui est complètement différent, un peu plus sur la thématique du développement personnel. On parlait en off là, de la routine que tu mettais en place le matin. Est-ce que tu pourrais Mhm. expliquer un peu ce que tu mets dans ta routine, les stratégies que tu mets en place un peu pour avoir un bon niveau d'énergie, être productif, travailler, tout ça, de manière assez globale, hein,
Voilà, je Ouais, pense que tu vois un peu où je veux en venir. ouais. Alors, j'ai 3 types de routines. Une routine matin, une routine après-midi et une routine soir. Celle d waouh, il faut que j'organise parce qu'en général, c'est dans ma tête. Donc là, il faut que je sorte, tu vois, c'est chaud. Déjà, j'aime bien tout ce qui est, de par mon activité, j'aime bien tout ce qui est gestion de projet et cetera. Donc je traque quand même pas mal tout ce que je fais. J'aime bien fonctionner, comme j'ai dit juste avant, par Pomodoro. Donc Pomodoro, c'est donc je vais un peu plus dans le détail finalement, voir 25 minutes travail, 5 minutes récup, 25 travail, 5 récup, 25 travail, 5 récup, 25 travail et ensuite 25 minutes, grande récup. Donc ça, j'aime bien et du coup, je dis pas toute ma vie, mais beaucoup de mes de choses dans ma vie sont segmentées par période. Une période, pour moi, c'est 30 minutes. Donc, exemple, ma routine dure 2 périodes, à savoir 1 heure. Mon sommeil, par exemple, si je dors 8 heures, mon sommeil, c'est 16 périodes, etc. Donc, je traque tout le nombre de périodes où est-ce que mon temps il est alloué. Comme tu as dit, productivité nécessite de savoir où tu mets ton temps. Et le temps, c'est pour moi la denrée la plus rare et la plus précieuse dans ce monde. Donc, le matin, 2 périodes pour ma routine. J'aime bien fonctionner par période, par routine du moment. En ce moment, j'ai ma routine qui a plusieurs aspects et c'est vraiment en fonction de comment je le sens. C'est-à-dire actuellement, là je te dis ça depuis 2 mois, ma routine du moment sur ces 2 périodes, c'est il y a un petit peu de marche, enfin il y a de la marche, il y a l'hydratation, c'est tout simple, après une nuit de sommeil, il y a un peu d'exercices neuro, donc RMP, mobilité, plus en lien avec différents, tu sais, une fois que quand tu as dormi plusieurs heures, ça va te permettre de déverrouiller. Ensuite, j'ai du jonglage. Ensuite, j'ai un peu de travail de handstand parce qu'en ce moment, c'est mon travail. Ensuite, je fais des arts martiaux, donc c'est mes formes que je les inclus. Et ensuite, travail de langue, parce que c'est aussi un de mes focus. Donc ça, et après un petit peu d'écriture. Ça, c'est ma routine du matin. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas la routine, c'est pas qu'on s'en fout, dans le sens où c'est à quoi ça va t'apporter. Et ça rejoint sur beaucoup de livres dans tout ce qui est l'effet cumulé, The One Thing, etc., etc. Et je rajouterais même le livre, comment il s'appelle? Talent is overrated. Le talent est surestimé. Ouais, je le lis en anglais, désolé, j'ai pas le nom en français. Mais où l'idée, c'est qu'il n'y a pas de talent. C'est juste la poursuite de tes habitudes qui t'emmène vers un truc et qui te met en lien avec la pratique délibérée. C'est-à-dire que faire une routine, c'est pas faire une routine. Oh ben j'ai fait une routine trop cool, je fais mon miracle morning. Non, c'est pourquoi tu le fais, quel est l'objectif derrière ça. Et en vrai, on s'en fout ce que tu mets dedans à partir du moment où tu as l'objectif escompté autour de ça. J'ai incorporé moi tout ce qui m'aide bien. J'aime bien marcher le matin, souvent en débardeur, même si j'habite à il fait moins 10 degrés, débardeur, souvent pieds nus, pas toujours, c'est en fonction de comment je le sens. Je vois. Je me permets de faire du jonglage, de jonglage, de la RNP et de la mobilité parce que ça me permet de me déverrouiller. Donc je sais que je vais être beaucoup plus en lien avec mon corps au courant de la journée. Après, j'ai mis de la lecture et j'ai mis de l'écriture parce que c'est plus au côté, entre guillemets, philosophique, etc. Blablabla. Puis voilà. Et après, j'ai une autre routine l'après-midi et j'ai une autre routine le soir. Et le soir, c'est plutôt pour la préparation du lendemain. Ouais, et après, enfin bref, après je segmente tout, je traque un petit peu tout. Et encore une fois, comme je disais, pour moi, le temps, c'est la chose la plus importante. Et tu sais, des fois, quand tu vois, j'ai perdu X période, parce que je parle qu'en période X période dans ça, tu dis, qu'est-ce que ça va apporter derrière? Tu dis, ah, c'est chaud quand même. Donc, tu essaies de réagencer. C'est peut-être un peu extrémiste comme truc, mais moi, ça me convient bien. Et enfin, voilà. Oui, oui, après, je pense si on veut commencer à en mettre en place, il vaut mieux y aller progressivement plutôt que de passer de 0 à 100 du jour au lendemain. Parce qu'après, pour tenir ça sur du long terme, bah, bon courage. C'est 100% fait est mieux que parfait, parce que souvent tu cherches le parfait et ce ne sera jamais le cas. Et du coup, tu vois, je suis en train de setter aussi en même temps les concepts de son cerveau. Je suis en train de setter ça pour moi, pour mes trucs, pour mon tracking. Actuellement, je fonctionne sur un Google Sheet. Je suis en train de mettre ça. Il n'est pas parfait, il n'est pas encore bon, mais c'est pas grave en fait. C'est qu'est-ce qui te convient à toi. Et souvent, tu dis, ouais, j'attends que le truc ce soit parfait, mais en fait, tu attends 3 mois, 6 mois, 1 an avant que ce soit parfait. Et c'est pour ça que je précise aussi, c'est ma routine du moment. C'est mes habitudes du moment. Et bah, peut-être, j'ai une bêtise, mais dans 6 mois, on aura la même discussion. Elle va complètement changer ma routine. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui me convient et quel est ce que ça va m'apporter après, en fait. Et tu arrives à tenir tout ça à chaque fois, tout ce que tu programmes, du coup, par période, pour reprendre un peu tes termes.
tu arrives à te tenir à chaque fois tout ça quand tu as des périodes de travail ou ce genre de choses? Tu sais, il y a des jours où tu vas être en forme, des jours où tu vas être moins en forme, tu vois? On n'a jamais le même état de forme. Des fois, tu es peut-être crevé. Est-ce que tu arrives à tout faire à chaque fois? Ou il y a des moments, bon, tu te relâches un peu parce que tu es vraiment fatigué? Comment tu gères ces différents états de forme? Super intéressant. Je prends l'exemple. Il y a 2 semaines de ça, j'habite à Montréal, hein, depuis plusieurs mois. Il y a 2 semaines de ça, j'étais en Europe pour donner des séminaires et parce que j'ai suivi une formation aussi à Édimbourg. Ben, autant dire que les 3 dernières semaines, ben, ma routine, c'était pas tout à fait ça. Forcément, tu te lèves le séminaire, les séminaires qu'on donne, c'est on commence à 7h30, tu finis le soir avec le resto et tout les minuit. Donc, forcément, tu sais que toutes tes périodes, elles sont un petit peu, à peu près. Mais selon moi, c'est plus une habitude dans le sens où c'est une rigueur que tu t'imposes. C'est sûr que bah, il y a des périodes où tu vas être un peu moins fatigué, mais il faut que ce soit entre guillemets des bonnes excuses. Exemple, ce matin, j'étais un peu plus fatigué, je dis ah je la fais pas. En fait, je me suis même pas posé la question, je le fais, point. Par contre, des fois, tu as un contexte, je suis en séminaire, bah, c'est sûr que je vais pas pouvoir faire toute ma routine parce qu'en fait, ben, le contexte aujourd'hui, il le permet pas en fait. Puis c'est correct. C'est dédramatiser aussi. C'est pour ça que je disais, à quoi te sert ta routine? Faut pas que ce soit anxiogène pour toi non plus. Il y a plusieurs personnes, enfin plusieurs. Je connais certaines personnes qui vont dire, ah, moi j'en mets pas parce que ça me rend anxiogène. Bah, ne le fais pas. Ça c'est, tu as la liberté des contraintes que tu t'imposes. Dans le sens où, ben, si c'est pas bon pour toi, ne le fais pas. Et tout le monde a des mécanismes de travail différemment. Moi, je suis très matinal. Je me lève tôt le matin, je bosse à fond le matin. L'après-midi, je préfère être un petit peu plus cool. À l'inverse, je prends l'exemple d'Adrien qui est sur la aussi, bah lui, il travaille plus l'après-midi. En fait, on a tous des mécanismes de fonctionnement qui sont différents et il n'y a pas de juste. C'est qu'est-ce qui est bon pour toi. Et puis, j'avais lu un livre, c'était quoi C'était plus orienté business, compagnie, etc., qui était What the heck is EOS. Et en fait, lui, ce qu'il disait, c'est que même dans toutes tes tâches, pardon, faut pas tout le temps chercher le 100% parce que ça peut être néfaste. Cherche au moins un plus de 80%. Ce qui est intéressant, c'est que ce 80% revient beaucoup avec tout ce qui est la loi de Pareto. Et en plus de ça, ça vient beaucoup avec les théories de l'apprentissage. En fait, essaie de faire des ponts dans tout. Et pour moi, il faut juste pas se mettre la pression. Fais ce qui est bon pour toi. Mais après, aie la rigueur de la discipline et tu as le choix des contraintes que tu t'imposes. Voilà. Rigueur et discipline, pardon. Ouais, c'est des mots qui résument un peu ce que tu viens de dire. Mais c'est C'est pour intéressant ça parce que. que. Pardon, Je vas-y, t'en vas-y. prie, vas-y. Non, je disais juste que c'était intéressant parce qu'on a souvent des fois envie de faire plein de choses ou de mettre plein de choses en place pour tout faire bien. Enfin, moi, personnellement, c'est ça. Des fois, j'ai envie de faire bien dans plein de domaines, mais finalement, c'est pas possible. On peut pas tout faire, surtout tout à 100%, tu vois. Donc, c'est vrai que Voilà. la règle des 80% que tu viens de mentionner, c'est pertinent. Donc moi, ça me parle. Et tu vois, je prends l'exemple. Et c'est pour ça que la rigueur et la discipline, franchement, ce matin, je me suis levé, j'étais dans le gars, j'étais comme ça. Et ça se voit un petit peu sur les cernes encore. Mais je me suis dit, ça, je ne me suis pas posé la question de je la fais pas. Je la fais parce que c'est comme ça que ça doit être fait. Par contre, quand je suis en séminaire, je sais que c'est beaucoup plus complexe par rapport à toute l'énergie que ça me prend, etc. Quand on donne une formation, ouais, là, c'est un petit peu différent. Par contre, tu as le choix des contraintes que tu t'imposes. C'est peut-être une phrase un peu bateau, mais moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et tu sais, tu peux avoir toutes les excuses du monde, hein. Tu sais, j'aime bien me balader le matin en débardeur, des fois pieds nus. Ah, il neige, ah, il fait froid. Ok. Et alors? Ça, c'est pas. Tu peux. En vrai, sur chaque situation, tu peux trouver soit des opportunités, soit des excuses. Je suis plus du genre de personnes qui vont essayer de trouver des opportunités. Ouais, il fait froid, trop cool, ça va me challenger un petit peu plus. Ça, c'est des réponses bateaux, philosophiques, etc., des développement perso. Mais pour vrai, moi, ça me parle en tout cas. Ouais, mais Mais c'est trouve quelque c'est chose qui te convienne. intéressant. Bien sûr, faut individualiser si on reprend les termes de prépa ou de Ouais, neuro, mais c'est c'est ah, ça. non, mais c'est vrai, hein, c'est applicable un peu partout dans la vie. Si c'est pas individualisé, il y a moins d'intérêt, quoi. 100%. Et tu vois, et on parle beaucoup de développement perso, etc. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit avant. C'est évidemment, tu as envie de tout faire à 100%. La réalité, c'est que tu peux pas. Et ça, je te dis ça, il y a plusieurs mois en arrière, à un moment donné, je dis, ouais, j'aimerais faire ça, ça, c'est ça. J'ai juste posé sur le papier en me disant, je vais faire ça, ça va me prendre tant de période. Ça va me prendre tant de période. Ça va me prendre tant de période. Et je vois le temps que ça m'a repris dans la journée. Je dis,
Bah, en fait, je suis à 35 heures, c'est pas possible, la journée, elle en fait que 24. Et du coup, en fait, tu as pas le choix de faire des choix. Mmh. Et à force de Ouais, vouloir ouais. tout faire, bah, tu te rends vite compte que tu peux pas, en fait. Et tu fais quoi dans ce cas-là? Tu diminues les temps ou il y a des choses que tu sélectionnes enfin, une période au sens large, hein, plusieurs jours pour faire telle chose et plus tard tu feras le reste ou alors tu Une supprimes des période choses carrément? Comment tu fais? c'est soit tu le supprimes, soit tu le comment je dis ça en français? Tu le mixes ou alors des fois Mmh. tu le mets juste plus tard. Parce que la réalité, c'est que tu as un temps limité et que tu peux pas tout faire. Et dans beaucoup de livres de business, ils vont dire que tu es bon dans ta capacité à sélectionner les bonnes choses, le plus pertinent et le plus percutant. Et que des fois, tu veux faire des choses, c'est cool, mais c'est pas ce qui va t'apporter le plus. Donc, tu priorises. Et savoir prioriser, c'est aussi important dans ta vie perso, dans ta vie pro ou même dans ta planification d'entraînement. Il faut que tu priorises en fonction de ce qui est le plus important. Ouais, c'est le plus dur, hein. C'est à partir ça, c'est facile à le dire, hein, mais dans la pratique, c'est le plus dur à faire. Prioriser les bonnes choses. Ou au moins, Ouais. selon toi, quelle est la chose la plus importante? Et sauf que ton niveau de connaissance et d'expérience et d'expertise évolue et que tu te rends compte: «Ah, c'était pas le meilleur choix à faire». Ouais, mais tu l'as quand même fait et au moins tu as avancé. Et que 0,1 c'est toujours plus que zéro, selon moi. Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Et même je pense que ça dépend des moments, ça dépend des périodes, périodes au sens large, hein, période de l'année où je sais Ouais, pas, non mais moi je prends un exemple tout con, je suis en période de partiel, la priorité ça va être plus de tu vois, de bosser les cours et donc mes séances de sport, d'entraînement, bah, je vais les diminuer un peu et c'est des curseurs que tu vas doser un peu en fonction de tes priorités justement que tu vas estimer, quoi. 100. Je suis 100 d'accord et j'aime bien cette idée de curseur. Je vais la garder. Mais et puis, tiens, parler encore développement, il y a beaucoup de livres, développement perso, de courants sont orientés sur tout ce qui est le modèle américain, développement perso, etc. Et ma vision des choses, elle a beaucoup évolué quand je me suis tourné un peu plus vers le courant asiatique, etc., avec la philosophie des arts martiaux, blablabla, tout ça. Et ça te permet, pour moi, ça m'a beaucoup aidé et d'enlever ce côté américain où c'est vraiment là, comme ça, plus this is the way, c'est la voie, c'est le Tao, etc. Donc, ouais, plus qu'au côté asiatique, ça m'a beaucoup aidé en vrai, personnellement. Tu aurais quelques Peut-être pas livres tout le là, monde, mais moi, oui. tu aurais quelques livres de mémoire à non mais à citer si, non mais que tu as en Je tête, regarde ma je liste. sais pas. Il y en a un qui me vient en tête. Euh, euh, alors, asiatique, façon de parler. C'est la fille de Bruce Lee, de Shannon Lee, de tout ce qui est Be Like Water, My Friend, qui est pas mal. Après, tu as l'autre qui était sur le samouraï, quelque chose, j'ai oublié son nom. Euh, La voix du samouraï. Bref, je sais plus, j'ai plus le nom exact. C'était justement sur la voix du samouraï, entre guillemets, un truc comme ça, qui était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Enfin, voilà. Ouais, qui me viennent comme ça en tête. Après, c'est toujours, c'est comme ce qu'on disait, ça dépend du moment, ça dépend du contexte. Les livres, on en lit beaucoup, et puis des fois, un des meilleurs livres que tu peux lire, c'est celui que tu as lu il y a 10 ans. Dans le sens où bah, tu as tellement évolué que tu vas le relire, tu dis, ah ouais, maintenant je commence à comprendre le livre, en fait. Tu vois. Donc, ouais, il y en a plein. Ouais. Bill Water, c'est celui qui me vient en tête, le premier. OK. Est-ce que tu écoutes, des podcasts aussi? Ouais, moins ces derniers temps, mais oui. T'en aurais là à conseiller des podcasts que tu trouves, pertinents? Euh, enfin, je dirais, c'est comme les livres, ça dépend ce que tu recherches. Si c'est dans le Ouais, mais monde de je sais. l'entraînement, ouais, dans le monde de l'entraînement, il y a quand même pas mal tout ce qui est de Just Fly podcast. Donc, c'est bon, c'est anglais. Ça, c'est pas mal. Voilà. Après, développement perso, podcast, j'en écoute pas trop pour vrai. Je réfléchis. Non, je n'ai plus trop. D'après, j'aime bien ça fait un petit moment que j'ai pas écouté. J'espère qu'il n'écoute pas ce podcast. C'est ceux de Rudy Koya, pas mal, j'aimais bien, sur pas mal de choses. Donc voilà. Ouais, Rudy Koya, il est solide, hein. Il a fait, Mais je l'avais il en a fait suivi en plein de plus, choses, c'est super bon gars. Ouais, ouais, de ouf. ouais. Ouais, Mais ouais, ça fait longtemps que j'ai plus j'ai écouté ces podcasts. Donc, mais ouais, je l'avais reçu sur le podcast aussi, très intéressant. Si je regarde, le podcast, je lui passe le bonjour. Voilà.
Est- Est-ce que tu Ouais, aurais ça brûle un d'autres... peu ça. Ouais, 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 il est très ouvert. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter sur le thème du développement personnel qu'on a évoqué ou des choses qui te viennent en tête? Hmm. Non, pas forcément, hormis, tu sais, c'est un petit conseil bateau toujours, mais teste ce qui est bon pour toi. Et que souvent, les templates tout faits que tout le monde te dit, ça marche pas souvent. C'est regarde ce qui est bon pour toi et que même si tout le monde te dit fais ton miracle morning, réveille-toi à 4 heures du mat ou 5 heures du mat, ça te convient pas, trouve quelque chose qui te convient à toi en fait. Ok. Bah, c'est des conseils qu'on a déjà entendus, mais ça reste Ouais. véridique, hein, je te rejoins Ouais, là-dessus. j'ai essayé déjà tellement de choses et que des fois ça m'allait, des fois ça m'allait pas, des fois je changeais. Puis crée ta propre recette, sois le cuisinier, oh c'est beau ça, sois le cuisinier de ta vie, dans le sens où, bah, tu sais, que ce soit en développement perso, même dans l'entraînement, etc. Je fais à nouveau le point avec le côté neuro. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui existent un peu partout. Mais une fois que tu as des principes, tu as des méthodes qui peuvent arriver et créer ton propre système. Ne va pas copier tout ce que l'autre y fait. Euh, vois ça, prends ce qu'il y a à apprendre et enlève ce qui est inutile. Et crée ton propre système. Et ça, c'est développement perso, développement entraînement, dans tout, dans toutes les sphères. N'essaie pas de copier les autres. Tu es la meilleure. Fais ton propre plat, en fait. C'est ça que je dirais. Et ça, c'est un développement perso, mais ce qui, selon moi, peut être transférable dans toutes les sphères de ta vie. Bien sûr, tu prends les ingrédients par-ci par-là et tu fais ta cuisine pour reprendre un peu la métaphore Ouais. que tu viens Ah, c'est la première d'annoncer. fois que je la dis en plus. Oui, c'est vrai, c'est bien trouvé, hein, c'est bien trouvé. Mais Dernière parce petite. que, selon moi, Vas-y. aujourd'hui, on cherche tous la pilule magique. Enfin, je cherche tous. Au début de notre carrière, on cherche tous la pilule magique. Ouais, c'est la méthode d'entraînement qui va révolutionner. C'est la routine que tout le monde devrait faire. Et même après, nous, sur les réseaux sociaux, voici l'exercice que tu dois absolument inclure dans tes entraînements. Ouais, ça n'existe pas, ça, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Dommage qu'il y a pas autant de monde qui pense pareil, parce que bon, C'est, bref, on va pas critiquer, mais ouais, voilà. non, on critique pas, c'est un constat. C'est juste, après, il y en a Oui, qui se c'est un contentent de constat. ça et j'ai envie de te dire, si tu te contentes que de ça, c'est correct, en fait, si tu es aligné avec ça. Moi, je ne comprends pas, mais ma foi. Après, on est tous différents. Ouais, c'est clair. Selon toi, qu'est-ce qu'un bon préparateur physique? Qu'est-ce qu'un bon entraîneur? Qu'est-ce qu'un bon coach? Dans, dans le domaine large, hein, que ce soit dans la neuro, Ouais, dans la préparation physique, et les valeurs que tu pourrais remettre en avant, je te laisse libre c'est de la marrant. réponse. C'est marrant, il y a 10 jours de ça, j'ai fait un autre podcast et il m'a posé presque la même question, mais j'ai oublié la réponse. Du coup, je vais en dire une autre, ça se trouve, c'est la même. C'est plus, soit à l'écoute de ton athlète et remets-toi en question. Et si tu n'as pas la réponse, soit entoure-toi d'une équipe de A-players qui aura la réponse, ou alors forme-toi pour chercher la réponse. Ouais, je dirais que c'est C'est ça. intéressant. J'aime bien poser cette question parce que t'as des réponses différentes à chaque fois. Et je trouve particulièrement intéressant de la tienne, de se remettre en question, Bah, etc. Je trouve que c'est ouais. super important. Bah, pour moi, c'est une des valeurs qui est très importante. Mais encore une fois, là, on parle entraînement, mais même dans la vie de tous les jours. C'est la seule certitude, c'est de ne pas avoir de certitude. Et tu sais, aujourd'hui, on utilise beaucoup la neuro. Enfin, j'utilise, vu que c'est quasiment que ça que je fais. Mais à chaque fois, je me dis, ouais, ça n'existe pas dans le sens où quels sont les biais de pourquoi ça ne pourrait pas marcher, etc. Et tu essaies de te trouver en question, ce qui fait que tu t'améliores à chaque fois. C'est pour ça qu'on disait bah, développement 0,1% ou 1% tous les jours de progression, etc. C'est ne pas avoir de certitude. Et comme ça te permet toujours de repartir entre guillemets de zéro et tu vas tout le temps chercher. Et dans la préparation physique, tu as quelqu'un qui vient te voir pour un objectif, bah, des fois, tu n'as pas la réponse. C'est ça aussi la réalité de terrain. Tu n'as pas forcément la réponse. À toi de chercher ou de chercher auprès de personnes que tu connais qui potentiellement pourraient avoir une réponse à la personne. Tu vois, Ouais. je prends l'exemple. Il y a nutrition, je me spécialise vraiment dans tout ce qui était neuro. Nutrition, bah, je ne suis pas le meilleur, loin de là, tu vois. Par contre, quand des fois, je sais que la nutrition peut être intéressante pour la personne que j'en suis, ben, je vais aller voir les personnes qui sont spécialisées là-dedans. Je dis, écoute,
j'aurais besoin de toi, est-ce que tu peux venir avec moi pour lui, etc. Parce que c'est pour le bien de la personne, en fait. Et que si tu n'as pas la réponse, soit tu la cherches, soit tu trouves quelqu'un qui a la réponse. Je te rejoins 100% là-dessus. On ne peut pas être expert dans chaque domaine, donc il faut savoir aussi s'entourer. Et je pense, après, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il ne faut pas avoir la prétention d'exceller ou d'être bon partout, parce que c'est pas. Si on peut être un peu près bon dans plein de domaines, mais en général, on est expert dans un domaine précis, quoi. Sinon, c'est pas impossible, quasiment Co- impossible. ouais. Connaître un peu de tout, oui, mais expert en tout, en vrai, la réalité, c'est juste impossible. Ah oui. Enfin, il y a tellement de choses à voir, c'est impossible. Et du coup, tu n'as pas le choix de ceux qui te disent ouais, je connais tout, c'est un gourou ou alors il connaît rien dans tout et il pense tout connaître. Mais selon moi, hein, encore une fois, je peux peut-être me tromper, peut-être qu'une personne connaît absolument tout. Je serais curieux de la rencontrer, tu vois. Même là, on parle de monde d'entraînement, mais dans la vie de tous les jours, personne ne connaît absolument tout. C'est impossible. Et du coup, elle, la prétention c'est, enfin bref. C'est vrai. Je te laisse le mot de la fin pour conclure le podcast. Si tu as quelque chose à rajouter, un conseil à donner, libre à toi de conclure à ta sauce. Waouh, tu me prends de court. Qu'est-ce que je pourrais dire? Un mot de la fin. Euh, En fait, je vais reprendre un petit peu le conseil que j'ai donné avant, à savoir que l'intelligence de te remettre en question dans tout ce que tu fais et alloue le temps nécessaire dans les bonnes choses. Ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit, c'est ça. Et ce conseil, ce mot de la fin, il est valable pour tout. Dans le sens où vie perso, vie pro, vie entraîneur, vie, tout ce que tu veux. On perd trop de Bah, temps, à mon sens, de faire des choses inutiles et futiles. c'est beau. Non, mais c'est bien ça. C'est- Non, mais ça conclut sur une bonne note le podcast. Merci beaucoup à toi d'être intervenu, tout ce que tu as pu apporter, que ce soit d'un point de vue plus sport, plus neurologie, développement personnel aussi qu'on a abordé vers la fin. Donc, un grand merci. Écoute, merci à toi, ça me fait plaisir et puis au plaisir pour un nouveau podcast. Voilà. Si les auditeurs ils veulent te retrouver, est-ce que tu pourrais rapidement dire où on peut te retrouver? Instagram notamment, tu as parlé tout à l'heure. Ouais, ouais, on va dire sur la forme Labo RNP où c'est plus le côté enseignement, ben, Labo RNP à peu près partout, sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, même si on n'alimente pas trop, LinkedIn un peu partout. Et sinon après sur mon compte perso, il y a Seb-Zimer. Je suis quasiment que actif sur Instagram parce que j'ai pas envie d'aller partout. Voilà. Ok, ça marche, c'est parfait. Bah écoute, merci aux auditeurs qui sont restés jusqu'ici. J'espère que le podcast vous a plu. Je mettrai tous les infos en description, hein, la boîte RNP, etc. Donc voilà, je te remercie encore une fois et puis bah salut à tous. Merci beaucoup. Salut tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.